Et bonsoir à tous et bienvenue pour notre émission Les Échos des Terrains qui, pour cette fois-ci, n'est pas consacrée à la Ligue 1, mais à notre superbe compétition, la Ligue des Champions. Plus précisément, on a suivi les clubs français et pour m'accompagner, comme toujours, mes chers camarades, j'ai nommé MPJ Laurent. Salut Laurent. Salut! Merci de l'accueil encore une fois. Toujours là pour toi, Toujours. puisque Voilà. tu as, En mode Ligue, voilà. voilà, des En bonnes mode Ligue des Champions. analyses, que les meilleurs les mecs, que les meilleurs. Voilà. Oui. Et oui, et puis si je dis MPJ Laurent, eh bien oui, je vais dire aussi salut Manu, Emmanuel Trumer. Salut Nico, salut Laurent, ben, très content d'être là et surtout une superbe semaine, donc j'ai hâte d'en parler parce que franchement il y a eu beaucoup de points et ça fait plaisir. Mm. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les trois matchs du côté des clubs français en Ligue des Champions, les amis. Et sans plus attendre, on commence par le match qui nous a fait vibrer, enfin surtout moi, et Laurent aussi d'ailleurs. Oui, oui, exactement. Je sais que toi aussi t'as vibré Manu. Ouais, c'était un bon match, franchement j'ai bien aimé. Je crois que tu as plus tweeté sur le match de l'OM que sur celui de Monaco. Ouais, il y avait les deux matchs en même temps le lendemain, c'était pas facile, mais le Ouais. match de l'OM j'ai beaucoup aimé. Et oui, on a tellement bien aimé que, bah écoute, on a envie de dire que l'Ajax en première mi-temps n'a pas existé, que il y a eu beaucoup de tirs du côté de l'Ajax, mais en fait c'est une stat qui est à mon sens pas à prendre strictement, puisque il y a un OM qui est en deuxième mi-temps, après avoir déjà enquillé trois buts à la mi-temps, est revenu pour en mettre un petit quatrième et a laissé le ballon à l'Ajax, qui finalement s'est cassé les dents sur la défense de l'OM, même s'il a fallu des arrêts de roulis. Mais bon, j'ai envie de vous dire, bah c'est monnaie courante, hein, des arrêts de roulis, c'est presque voilà, une lapalissade, tellement j'ai l'impression de me répéter. Et puis 6 tirs cadrés sur 9 tirs au total côté olympien. C'est quand même un très bon ratio, soit dit en passant. Et trois grosses occasions aussi. Et donc victoire sans appel de l'OM qui a, à mon sens, marché sur cette équipe de l'Ajax qui a fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Hmm, pour ma vision, même si c'est vrai qu'il y a eu des premières minutes dans ce match où l'Ajax a essayé d'étouffer cette équipe de l'OM, mais après ils ont fait un pressing totalement désorganisé qui a permis à l'OM d'effectuer des contres assassins. Et avec une formation, on avait quand même pas mal d'interrogations au milieu, parce que c'est pas souvent qu'on voit Vermeeren, Riley et Nadir ensemble au milieu. Et aussi bah, euh, ce trio d'attaque inédit, on va dire, Peshao, Oba et Greenwood. Et puis quelque chose, on va dire, qui est plus logique, même si voir par exemple un Emerson à gauche et un Medina à droite, il me semble pas que ça avait déjà été fait auparavant, vous me direz. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un match qui, de la tête et des épaules, a totalement été maîtrisé par l'OM, qui a eu le luxe de faire tourner, voilà, même on voit, il y a eu la blessure de Medina, on va en parler, mais après, on a un Nadir qui a été finalement changé à la mi-temps pour un Timothy Weah, et à la 62e, un Gomez qui est rentré. Et pareil pour Højbjerg et puis Murillo plus en fin de match. Voilà, je vous laisse la parole. Oui. Je commence. Vas-y. Voilà. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Écoute. Oui, si on doit revenir à la genèse, on va reparler déjà de la compo. Et j'ai bien aimé les explications en conférence de presse d'après-match
de Roberto De Zerbi qui a dit que ils avaient travaillé autre chose pendant les quelques jours avant le match et qu'en apprenant qu'il y avait ni que les deux attaquants étaient forfaits, alors j'ai oublié les noms des attaquants qui étaient blessés. Je vais comment il s'appelle? Dolberg et Weghorst. Voilà, Ah c'est oui, Weghorst que je cherchais. Roberto De Zerbi a dit que du coup le matin du match, il a changé sa tactique et comment il allait organiser son match. Et on se rend compte qu'il a eu raison, tout simplement parce que moi je fais partie de, je pense, la grande majorité des suiveurs de l'OM. Quand on a vu la compo, on s'est demandé, mais Vermeuren titulaire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est assez surprenant, pas de Hochberg. Un côté Medina, Emerson et Aguerd, Pavard pour la défense. Donc bon, on se doutait qu'il n'y avait pas Balerdi puisqu'il était incertain. Même s'il était dans le groupe, il restait incertain. Voilà. Et il attaque avec un Nadir titulaire. Alors moi, c'était un de mes petits paris de mettre Nadir éventuellement titulaire sur ce match-là. Mais c'était un pari. Enfin, j'aurais mis, je ne joue jamais à un jeu d'argent, mais j'aurais mis 1 euro grand maximum, quoi. Tu vois, j'aurais pas parié non plus la maison, la voiture et puis et tout le reste. Voilà, donc une compo assez surprenante. Et puis, comme tu dis, comme t'as dit, à part les 2, 3 premières minutes où l'Ajax a eu un peu le ballon, mais sinon derrière, cette équipe a roulé sur l'Ajax. Alors on n'est pas sur le grand Ajax de ces dernières années ou de la grande période, mais quand même cette domination, un Vermeuren qui a fait un match mais monstrueux. oh oui. Si tu te dis mais si t'as ce mec-là sur le banc, c'est bien quand même. Waouh. Voilà, un O'Reilly qui a fait encore une prestation enfin enfin essentielle. Je le dis, j'arrête pas de le vendre. Ce joueur est essentiel. Et puis un Greenwood, un grand Greenwood qu'on a depuis quelques matchs qui court. C'est un truc tout bête, hein, mais qui fait des fautes. Oui, Et Greenwood, c'est quand il fait des fautes en défense, ça me plaît parce que ça veut dire déjà qu'il est en défense et qu'il donne ce qu'il a à donner. Voilà, un Pechao qui a été d'une justesse dans ses frappes ultra intéressante. Il finit avec 2 buts, d'une passe décisive. Alors j'ai vu qu'il était même pas dans l'équipe type de la Ligue des Champions. Je trouve ça un peu surprenant. Hein. Et puis Aubameyang, voilà, qui a pareil, je crois 2 passes, une passe décisive, 2 passes décisives, un but, si je me trompe exactement. pas. Enfin, et vraiment, tu, tu ressors de ce match-là. Alors moi, pour la petite anecdote, en plus, j'ai pas vu les 5 premières minutes, donc j'ai raté le but de Petchao en direct. Voilà. Et vraiment, tu t'arrives, tu te poses et tu vois ce match-là, et en fait, et pourtant, c'est un mec stressé devant chaque match de l'OM qui le dit, mais assez serein. Mm. Ouais. Voilà, t'as Rouli qui a fait ses arrêts, et une telle maîtrise de ce match que franchement, c'est vraiment la maîtrise de ce match. Alors après, c'est toujours l'éternel débat. Est-ce que c'est l'OM a été très fort et l'Ajax nul? Est-ce que c'est l'OM très fort qui a rendu l'Ajax nul, etc. La réalité, c'est que c'est en Ligue des Champions, on n'a pas été forcément toujours très très bon ces dernières années, et là, on a fait un match, un vrai match de Ligue des Champions, et en maîtrise, en gestion, tout bien. Il n'y a rien à dire hormis la blessure de Medina. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Clairement, c'est un gros gros point noir cette blessure de Medina. Mais avant d'en parler plus, Manu, je t'en prie, ta lecture du match. Bah, il y a 3-0 à la 27e minute, donc le match il a été très rapidement plié. Euh, Ensuite, ça a été plutôt une longue gestion, mais toujours en étant sérieux et appliqué pour l'OM. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. L'Ajax a été très naïf et très, tu l'as dit, le mot désorganisé, pour moi, c'est exactement ça. Mais l'OM a réussi à en profiter. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match-là, c'est de trouver une autre source de danger que Greenwood avec Peshao. Moi, je l'attendais. Il a enfin fait son premier vrai bon match. Il est décisif sur 3 buts. Et ça amène vraiment une capacité pour l'OM à mettre le danger un peu de partout. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'Aubameyang, dans l'axe, il est très bon. Greenwood à droite, bah, avant, c'était quasiment la seule source de danger. Et là, maintenant, tu as vraiment un couloir gauche qui peut faire très mal. Et ça, c'était hyper important. C'est pour ça que l'OM a mis ce prix-là. C'est pour ça qu'il fallait un ailier gauche absolument. Encore plus avec le départ de Jonathan Rowe. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, je suis très content de ça.
j'ai bien aimé, je suis content aussi parce que je trouve Roberto De Zerbi logique. Sur les trois matchs d'avant, euh, hormis Strasbourg peut-être, mais en tout cas le Real et le PSG, mais même Strasbourg à l'extérieur, c'est pas évident. Il fallait une approche beaucoup plus restrictive dans le jeu, tactiquement parlant. Il fallait fermer des espaces et il a réussi à le faire. Et là, dans ce match-là, au contraire, il fallait réussir à faire mal offensivement. Et dans sa manière de présenter son équipe, ça a été fait aussi. Donc ça, je pense que c'est pas le petit bonheur la chance et que ça, c'est vraiment réfléchi. Et ça, pour moi, c'est vraiment intéressant de pouvoir à la fois fermer des espaces quand il le faut dans certains matchs et pouvoir faire mal avec ballon dans d'autres matchs. Pareil, à Strasbourg, quand il a besoin, il fait entrer Greenwood. Bon, ça, c'est la solution de facilité, mais tu sens qu'il est capable d'avoir plusieurs approches tactiques. Et moi, ça, Mm. j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai compris ce qu'il avait fait et ça, je suis très content. Oui, Pavard rentre un petit peu dans l'axe, mais globalement, c'est une animation qui est très cohérente. Il a enlevé Timothy Weah parce que Timothy Weah, dans les deux autres matchs dont je parlais face au Real Madrid et au PSG, il était là surtout pour défendre et pour fermer des espaces. Là, il n'y avait pas besoin, a priori, et ça a bien fonctionné. Donc, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. J'ai beaucoup aimé Peshao. Et puis, ça me rassure aussi parce que l'OM peut gagner sans Balerdi et Holzberg. C'était déjà le cas en Ligue 1 avec un 4-0, mais il y avait eu un carton rouge très tôt pour Lorient. Là, c'est encore un 4-0 en Ligue des Champions et ça montre qu'il peut s'appuyer sur d'autres joueurs. Et donc, ça, je suis très content aussi. Donc, au final, il y a beaucoup de satisfaction pour moi. Mm. Et en fait, c'est dans la lignée des trois derniers matchs. Et j'ai l'impression qu'enfin, la saison de l'OM, elle est lancée et bien lancée. Et je pense que ça va continuer parce que les joueurs ont l'air d'être avec lui. Donc, très content. Yep. Vas-y, Laurent. Ouais, vraiment j'aime ce que dit Manu parce que c'est vraiment ça moi que dans les grandes satisfactions, c'est que là tu avais une défense plutôt à 4, tu as bien vu qu'on pouvait jouer avec une défense donc à 4, à 5, tu peux faire tourner, tu peux avoir un 10 façon Nadir, tu peux avoir enfin euh, les possibilités qu'a De Zerbi aujourd'hui avec ce groupe-là. euh, Franchement, c'est un casse-tête pour l'adversaire. Parce que enfin, je crois que c'est Stéphane, son prénom, Le Mignan, le coach de Metz. Quand il doit faire ses vidéos, mais il fait quoi? Il doit faire des vidéos pour préparer avec Greenwood sur le terrain, sans Greenwood, avec Petchao, sans Petchao, avec Nadir en 10, avec c'est O'Reilly Vermeuren ou O'Reilly Heuchberg ou défense à 4, défense à 5. Enfin, c'est pour moi le fait d'avoir cette multiplication de possibilités tactiques et d'avoir un coach qui en plus s'adapte, c'est-à-dire qu'on est de Zerbi, ce qu'il est en train de montrer depuis le début de saison, c'est que c'est pas un dogmatique comme certains coachs qui vont pas bouger. Et je me souviens de Marcelo ou Marcelinho, là, je sais même plus Ouais, son nom c'est là. Marcelinho. Voilà. Voilà, qui était avec son, c'était quoi? C'était 4-3-3 et qui voulait Oui, pas bouger de son 4-3-3, même si on n'avait pas des joueurs pour faire un 4-3-3. Mais le mec, c'est je mettrai un 4-3-3 quoi qu'il arrive. Non, non. Voilà, là, De Zerbi, il a un effectif. Et vraiment, il s'en sert, et du coup, pour l'adversaire, c'est vraiment problématique parce que tu ne sais pas quelle équipe tu vas voilà, tu sais pas si ça va être Wea, tu sais pas, voilà, et comment tu te prépares face à une équipe avec autant d'incertitudes, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. L'autre chose en plus, c'est que et toute proportion gardée, c'est vrai que quand t'es Strasbourg et que tu vois sur le banc, bah, tu as Greenwood qui est en train de s'échauffer, que tu as Weah qui est en train de s'échauffer, tu as Heuchberg, enfin je dis n'importe quoi, hein, voilà, tu te dis, ah mince quand même, ouais, c'est pas... et sans leur faire offense, parce que notamment Cornelius a rendu beaucoup de services, mais tu vois, c'est pas Cornelius qui va rentrer. c'est sûr. Voilà, c'est à un autre niveau. Donc c'est vraiment beaucoup de nœuds dans la tête des adversaires que tu mets. Et vraiment, moi, c'est une grosse satisfaction. Et vraiment, j'ai fait un space d'après-match et il y en a un qui a dit, mais en fait, moi, celui que j'ai envie de mettre en avant, c'est pas un joueur, c'est De Zerbi, parce que sur ce match-là, et sur la séquence depuis le retour de trêve, il a tout réussi. Parce que honnêtement, t'as une défaite pour l'instant, c'est face au Real, et le Real peut dire merci à l'arbitre, voilà, pour le penalty, mais la logique sportive aurait voulu que tu finisses avec un nul. Donc vraiment, cette séquence montre que tout a été digéré, notamment le mercato très tardif, et que De Zerbi, il a
un groupe et un effectif qu'il est en train de prendre en main. Et franchement, voilà, pour finir sur l'analyse du match, il y a eu quoi? Il y a eu 10 minutes où ça a été un peu plus compliqué pour Marseille. Et c'était notamment le moment où O'Reilly est sorti. Voilà, où il a fallu que l'équipe peut-être un peu se retrouve et se remettre en place avec les remplaçants qui prennent la place et ça renforce mon envie de faire une statue à O'Reilly depuis le début de saison, parce que vraiment, le fait qu'il sorte et qu'à ce moment-là, tu aies les 10 minutes compliquées, pour moi, ça montre à quel point cet O'Reilly est important. Voilà, et vraiment, je te dis, peut-être que dans la saison, il va mettre une frappe à 30 mètres des buts et qui rentrera, mais je m'attends vraiment ni à des buts de lui, ni à des passes décisives, mais je le trouve vraiment très, très important dans cet effectif. Et ces 10 minutes où il sort et où tu te retrouves un peu en difficulté, pour moi, sont aussi symptomatiques de son importance. Et vraiment, enfin, bravo De Zerbi aussi, quoi, et bravo Benassia, parce que je pense que tout a été construit voilà. Mais, et puis, voilà, et tu vois un Vermeren, on était, enfin, combien de tweets, moi, quand j'ai découvert la compo, j'ai vu combien de tweets, mais c'est quoi ce délire? Je comprends rien, j'espère qu'il a raison. Et puis tous les mecs, au bout de 10 minutes, en disant, bah, en fait, bah, je me la ferme. Et puis merci, bravo RDZ, quoi, parce qu'il a eu raison. Oui, c'est exactement ça aussi que j'ai vu de mon côté. Et bah, par rapport à justement l'équipe qu'on va qualifier de LDC et l'équipe L1, forcément il n'y aura pas les mêmes joueurs sur le terrain, ce qui me paraît légitime parce que faut déjà comme tu l'as si bien dit Laurent, tu as une équipe, donc il faut que tout le monde soit concerné. Mm. Et là où je veux en venir, c'est que ben, finalement par rapport à la compo qu'on a eue là, quelle compo vous voyez à Metz? Si vous deviez me donner votre idée, Manu. Bah, moi, déjà, dans ce schéma, si y a une continuité dans la logique, dans la cohérence, il faut rester dans ce schéma parce que Marseille va rentrer en Ligue 1 dans une série où 90% des matchs, Marseille va les dominer, Marseille va avoir le ballon et Marseille va avoir besoin de faire mal offensivement. Donc, pour moi, il faut rester dans ce schéma. Sur les joueurs, après, c'est à lui de décider, je lui fais confiance. Et pour moi, face à l'Ajax, il s'est dit qu'il alignait la meilleure équipe possible, le meilleur 11 de départ, et ça lui a donné raison. Euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas Hochberg ou il n'y a pas Balardi ou Tu penses qu'il Hochberg va et les Balardi, aligner contre il- Metz? oui, il peut les aligner, bien sûr, parce que surtout Hochberg qui revient bien, Balardi il revient bien aussi, il a fait deux bons matchs contre le Real et contre le PSG, mais ne pas les mettre, c'est pas du tout un problème. Moi, Bien sur la sûr. compo, quand j'ai vu la compo, j'étais très content, honnêtement. Euh, j'ai dit que c'était super. Et en fait, il a la certitude que l'équipe qu'il aligne, c'est la meilleure. Donc oui, je pense qu'ils vont jouer. Pour répondre à la question, je pense qu'ils vont jouer parce que c'est aussi une rotation et ça reste deux joueurs très importants pour lui. Euh, mais s'ils ne sont pas au niveau, il sait qu'il a une profondeur d'effectif, comme disait Laurent, qui est très intéressante. Donc c'est très bien. Moi, je suis très content du 11 qu'il a aligné. J'espère juste que, voilà, au-delà du choix des joueurs, ça le regarde avec les entraînements et il est assez, j'estime qu'il est assez performant et pour décider lui-même. Donc ça là-dessus, je lui fais confiance. Maintenant, moi, ce que j'attends de voir, c'est le schéma pour voir s'il y a une cohérence dans un match où Marseille doit gagner, Marseille doit marquer, Marseille doit dominer. Donc s'il y a un WEA, par exemple, j'aimerais qu'il soit très très haut, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un WEA parce que Peshao et Greenwood maintenant sont extrêmement forts. Peut-être en deuxième attaquant, comme il a fait contre l'Ajax d'ailleurs, quand il fait rentrer Wea, Hmm. il bascule presque dans un 4-4-2 avec Wea très proche de la pointe d'Aubameyang. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il a plusieurs solutions. Euh, donc on verra. J'espère qu'il va rester dans ce schéma avec à 4 derrière, parce que même si Pavard rentre un petit peu dans l'axe, c'était une défense à 4 et c'est intéressant quand tu dois faire le jeu, créer des occasions. Donc j'espère qu'il va rester là-dessus. On va voir si Balerdi joue à la place de qui va rentrer. Mais je lui fais confiance et moi j'ai trouvé tout ce qu'il avait fait très bon. Et- Ah, tu passes sous un tunnel, Laurent? On t'entend plus, non. Laurent. Ah, pourquoi? Bah, je sais pas, il y a Ah, eu un petit saut. le réseau. Ah, Le Le réseau. Wi-Fi, c'est bon, ça y est, ouais. non, Ouais. non, c'est bon. En fait, ce que fait De Zerbi, j'ai l'impression, alors, je vais être un peu provocateur, mais qui s'inspire de Luis Enrique de l'année dernière. Euh, Parce que
que ce soit dans les incertitudes qu'il met dans la tête, ce que je disais tout à l'heure de l'adversaire, mais aussi dans sa gestion de l'effectif, dans ce sens où, je le dis, je l'ai beaucoup rappelé, mais par exemple en Ligue 1, le joueur qui a joué le plus de minutes au Paris Saint-Germain la saison dernière, c'est Barcola avec seulement 72% des minutes. Derrière, c'est Pacho, pardon, pas de Pachao. C'est Pacho avec 70%, et tout le reste de l'effectif de Paris, gardiens y compris, ont joué de moins de 70 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, les joueurs du Paris Saint-Germain, je vais simplifier, ils ont joué deux tiers du championnat. Et ça leur a suffi pour finir en tête et d'avoir quasiment 20 points d'avance à un moment, quoi. Et, et je pense que en faisant ça, en faisant cette gestion-là de Zerbi, tous les joueurs se sentent concernés. Il inclut tout le monde. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pas être titulaire sur tel match, mais ça veut pas dire que tu vas pas être titulaire pendant 4, 5, 10 matchs. C'est-à-dire que t'es pas titulaire cette semaine, mais tu vas l'être après, ou si t'es pas titulaire, tu peux très bien avoir 60 minutes un côté, 45 minutes, etc. Et j'ai le sentiment que ça peut être très bénéfique pour le groupe, où tout le monde va se sentir concerné par les objectifs cette saison. Et que oui, tu vas pas forcément avoir 90% des minutes jouées, par exemple en Ligue 1, mais tu seras 70. Et est-ce que vaut mieux avoir 70 sur l'ensemble des compétitions ou 90 sur une et puis 10 sur l'autre? Hmm. Vraiment, je pense que ce qu'il est en train de faire, ça concerne, enfin, tout le monde va se sentir concerné, et ça, c'est ultra positif. Et pour répondre un peu, parce que Manu, il a fait on aurait dit un homme politique, c'est-à-dire qu'il a absolument pas répondu à ta question, mais parce qu'en fait, on peut pas répondre à ta question. C'est-à-dire que moi, savoir si tu me dis quelle est la compo pour Metz, l'année dernière, tu pouvais à peu près la donner à part un ou deux. Là, je suis incapable de te le dire. Est-ce qu'il va vouloir redonner sa confiance à Gouiri, qui est pas déméritant sur les derniers matchs, même s'il marque pas, et qu'il a eu quelques ratés, notamment face à Strasbourg, mais il peut très bien mettre Gouiri. Est-ce qu'il va pas faire reposer Pachao, faire reposer Greenwood pour mettre Wea, etc. Il faut aussi gérer la trêve internationale. Donc, on a des joueurs qui vont pas partir en trêve, comme Pavard. Très bien. Merci Didier, merci Dédé de ne pas avoir appelé Pavard avec l'équipe de France. Donc, Pavard va pouvoir se mettre au frais pendant 15 jours. Voilà, j'ai pas vu la liste argentine, mais donc je sais pas ce qu'il en est pour Balerdi et pour Rulli, mais je pense qu'ils sont dedans. Enfin, vraiment, moi je suis incapable de te dire si ça va être Aguerd Balerdi Pavard, quid Ouais, bien sûr. d'Emerson, Mais voilà, Après, on est-ce a qu'il va des on pas mettre. peut, sentiments. On peut avoir un on peut essayer sentiment. de donner Enfin, un 11. Et si on doit essayer de donner un 11, je te le donne, hein. Rouli, Oui, Emerson, Aguerd, Balerdi, Pavard. Donc ça, c'est sur une défense à 4, avec trois milieux de terrain, Hochberg, Vermeuren, O'Reilly, et Peshao, Bameyang, Greenwood. Pour moi, ça tourne très peu. Tu rentres Balardi à la place de Medina qui est blessé, et tu décales Pavard. Mais d'ailleurs, Pavard, il était déjà à droite, hein. Tu oui. mets Pavard à droite, et dans l'axe, tu mets Balardi à Gerd. Au milieu, tu sors Nadir et tu mets Holzberg, et sinon, tu restes avec tout le reste. Ouais. Ça devrait être ça. Ouais. Bah, moi, par exemple, je mettrais Gouiri à la place d'Aubameyang. ouais, moi aussi, mais ça, c'est Gouiri parce est en que train de on, Non, faire. non, alors, non, pardon, je vais repréciser. Je pense qu'il va mettre Gouiri à la place d'Aubameyang. Je ne dis pas que moi, je mettrais Gouiri à la place d'Aubameyang, mais je le ouais, vois bien mettre Gouiri à la place je d'Aubameyang. pense qu'il va le faire. Mais voilà, mais en fait, et c'est là où c'est génial d'être supporter de ce Marseille-là en ce moment, parce qu'on sait très bien que, notamment avec notre club, ça peut changer dans un mois. C'est que, en fait, je suis pas inquiet. C'est-à-dire que même il me met Murillo à la place de Pavard et Pavard est sur le banc. Bah, en fait, je me dis, ouais, c'est pas, voilà, ça fait partie de sa gestion d'effectifs, et je serais pas choqué de voir Murillo ou de voir Wea à droite, voilà, parce que Tu vois, faut le dire aussi, hein. le match de Wea, Murillo à Strasbourg, oui, il était bon, hein. mais ouais. Et puis Wea, il a joué pour l'instant, il a joué piston droit, il a joué ailier droit, il a joué ailier gauche, limite à un moment deuxième attaquant. Enfin bon, si tu te poses plein de questions, euh, et donc je suis incapable de te donner un 11 moi, de savoir ce que va faire De Zerbi samedi Bien face à sûr. Metz. Et Non, mais c'est génial. Laurent, je t'ai pas Voilà. demandé d'être dans la tête de De Zerbi et de me donner sa Ouais. compo. Je t'ai demandé de toi, Laurent, qu'est-ce que tu verrais comme joueur, c'est tout. Ça allait pas plus Alors, loin à la base, hein. ouais, ouais, et ben, tu vois, moi, je serais pour essayer de remettre, d'envoyer un message. C'est Amine Gouiri, on a totalement confiance en toi. Donc, c'est toi qui vas repartir. Voilà. Aubameyang,
J'ai pas vu la liste du Gabon et c'est vrai que ça va être à regarder, mais je pense qu'il va être appelé. Enfin, faut que je vois d'ailleurs. Je sais même pas si le Gabon, je pense qu'ils ont encore des matchs à jouer, mais pour la qualification pour la Coupe du Monde. Mais vraiment, moi, par exemple, je pense qu'il va mettre Gouiri. Voilà. Et je serai pas. Je suis coach de ce Marseille-là. Je pense que je mets Gouiri aussi. Bien Voilà. sûr, il faut le Pour voir concerner. comment aussi. Voilà. Comment tu le concernes et comment tu fais. Et puis bon, Comment tu fais pour lui redonner. Voilà. notre cher Oba, quand même, quoi. Enfin, il vient de jouer une compétition à haute intensité. Faut pas le cramer non plus, quoi. Non, mais il était remplaçant contre Strasbourg, Aubameyang. Ouais, oui, tout Et à moi, fait. je trouve qu'il y a un vrai gap qui est en train de se former. Alors peut-être qu'il faut mettre Guiri pour serrer ce gap et concerner les deux, mais là, actuellement, dans l'apport, il n'y a pas photo entre les deux. Bien Euh, sûr. Hmm. quand Aubameyang joue, l'OM est différent que quand c'est Guiri. Donc, s'il doit décider, le meilleur joueur, c'est Aubameyang qui doit jouer. Oui, mais D'autant plus qu'il était remplaçant contre Strasbourg. Je pense qu'il peut enchaîner deux matchs, mais peut-être que ce sera Guiri, pourquoi si pas. tu mets pas Et là, Gouiri, j'ai en fait, peur que. que le gap sportif, il est tellement important là en ce moment entre les deux que vraiment, là, si tu dois réfléchir à la meilleure solution, tu mets forcément Aubameyang. Moi, j'ai une autre lecture. J'ai un peu celle de. Je pense que j'ai celle qu'a expliqué Laurent. C'est de mettre Gouiri parce que si tu le mets pas sur ton match contre Metz, ben tu le mets plus jamais en fait et tu le mets un peu à la cave. Donc déjà qu'il a l'air fragile psychologiquement d'après les retours que j'ai, genre parfois il sous-performait à Rennes à cause de ça et que finalement il est arrivé à Marseille et que ben il s'est dit je fais mon jeu et advienne que pourra et ça l'a libéré et on a vu la fin de saison qu'il a faite où voilà il a tout cassé et c'est vrai que peut-être qu'il se met beaucoup de pression, il veut bien faire et on a l'impression qu'il il est très bon dans le jeu, mais il manque effectivement ce petit truc qui fait que ouais, il a pas l'expérience d'Aubameyang non plus, donc forcément. Mais Hmm. moi j'ai confiance. Et, et, et puis, encore une fois, j'ai vérifié en même temps que tu parlais, Nicolas, mais le Gabon a deux matchs de qualif pour, euh, pour la Coupe du Monde. Ils sont en plus en lice pour être qualifiés pour cette Coupe du Monde. Donc, je pense comment il s'appelle? Aubameyang va donc être appelé. On n'a pas encore eu la liste. On sait que Gouiri, parce que la liste est tombée aujourd'hui pour l'Algérie. Donc, Gouiri va être appelé, enfin, va partir en sélection. Je pense qu'Aubameyang aussi. Et c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que je pense que De Zerbi doit aussi, en tout cas, j'espère que dans leur calcul des minutes jouables, le fait que les joueurs partent en sélection et jouent en sélection, euh, te- pour prendre un exemple, Nadir, il peut partir avec la sélection du Maroc. Tu sais qu'il part pas titulaire, même s'il est sélectionné et qu'il jouera un peu avec la sélection du Maroc. Tout à fait. Tu sais aussi qu'un Aguerd, euh, je le dis très tranquillement, je serais pas surpris qu'on apprenne que Benassia dit directement les minutes que joue Aguerd avec la sélection marocaine. Vu l'importance d'un mec comme Benassia, ça ne me surprendrait pas. Souvenez-vous que lors de la trêve de septembre, Aguerd ne joue pas le deuxième match du Maroc. Et comme le Maroc est déjà qualifié, voilà, la présence d'Aguerd n'est pas non plus une obligation. Donc je pense que ça peut aussi se dealer sur ce genre de choses. Voilà. Et c'est pas pour moi dérangeant en plus, hein. Ça fait aussi partie du rôle d'un directeur sportif, quel que soit le club, de négocier ça. On a vu les soucis de certains clubs avec, par exemple, l'équipe de France, hein, et je parle pas que du Paris Saint-Germain, mais on a vu avec Guirassy aussi qui s'est pété avec les espoirs, où je pense que c'est important que les clubs soient sur les joueurs majeurs en lien direct, si possible, avec les sélections, que ce soit l'équipe de France ou que ce soit n'importe quelle sélection du monde. Donc, et si en plus tu as des avantages d'avoir un mec qui s'appelle Mehdi Benassia par rapport à la sélection marocaine, voilà, négocier avec Aguerd, comme il faut voir aussi comment on va être géré Aubameyang avec le Gabon. Donc c'est pour ça que peut-être qu'un Gouiri, ça peut être aussi intéressant dans cette perspective des calculs des minutes jouées et vraiment. Parce que moi, je garde en tête que cette saison, il y a deux matchs par semaine que c'est pas que du coup dans la gestion elle a strictement rien à voir avec l'année dernière, que ce soit pour l'effectif mais aussi pour le staff et donc tout ça doit se gérer et de se gérer de façon le plus pointue possible. Voilà.
Et je pense que c'est aussi une donnée qui, j'espère, rentre en compte dans les 11 que De Zerbi construit et que Oui, le staff de la performance aide avec des données en gros, voilà, il peut jouer 63 minutes et 20 secondes, mais pas 63 minutes et 25 secondes, quoi. Voilà, j'en suis là avec toutes les données de performance qu'ils peuvent avoir. Ça me paraît très, très important. Et pour donner un exemple de ça, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la fameuse histoire, alors des prises de sang, je crois qu'ils sont faites après tous les entraînements ou un truc comme ça au Paris Saint-Germain, mais ils ont aussi des données, et c'est Daniel Riolo qu'on a parlé il y a 15 jours, 3 semaines sur Dembélé. Voilà, si Dembélé ne court pas, je crois, ne dépasse pas les 30 km/h, c'est qu'il a un problème physique dans ses courses à haute intensité. Je crois que c'était un peu ça ce qu'il expliquait. Et donc ce genre de données fait que montrer au PSG et que bon bah si Dembélé il va pas assez tant qu'il dépasse pas cette vitesse-là, c'est que ça va pas. Voilà. Et s'il dépasse cette vitesse-là et qu'il est en capacité de tenir cette vitesse-là, c'est que c'est bon, c'est qu'il est en forme et qu'on peut le faire jouer, etc., etc. Donc c'est aussi quelque chose que pour moi il faut prendre en compte, c'est que tu as une trêve, c'est la dernière vraie trêve parce qu'après ce sera la CAN. Ça va être intéressant de voir de voir ce 11 aussi et de voir comment encore une fois il fait enfin, il intègre et il fait participer l'ensemble de l'effectif. Voilà, c'est pour ça que je serais pas surpris qu'il y ait un Murillo ou qu'il y ait un Wea à droite et Pavard sur le banc. ouais, bien sûr. Enfin voilà, et puis en plus sans faire offense à Metz, c'est pas il va falloir être sérieux hein, parce que Bien sûr. Metz, quand on voit son match face à Monaco, ils ont pas été mauvais, ils s'en prennent 5 mais ils ont bien tenu le match sur, sur quoi, 60 minutes à peu près, Manu? Je me souviens plus, mais à un moment, il Oui, craque il 60 y a 70 2-2 à la minutes. 60e. Ouais. Voilà. Donc voilà. C'est pas non plus une équipe, encore une fois, le 5-2 de Monaco est très trompeur, sur cette équipe-là. Donc voilà. Et oui, je pense que je partage ton point de vue, Laurent. Et pour finir sur ce match, j'aimerais quand même vous entendre sur l'Ajax. Alors, moi, ma question va être très simple. Euh, si l'Ajax continue à offrir des cadeaux, parce que, enfin, vous avez vu quand même défensivement, c'est alarmant ce qui se passe du côté de l'Ajax. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils vont pas finir dans les 24 hein, à ce rythme-là. Non. Ouais, Manu, je te vois hocher de la Mm. tête. Non, non, je pense pas. Mais c'est pas que défensivement, c'est individuellement. C'est catastrophique. Mais ça fait plusieurs années que c'est catastrophique. Le recrutement est catastrophique, la direction est catastrophique. Il n'y a rien qui va dans le club. Tu regardes la tête du 11, ça ressemble à rien. Mais mais et quand je voyais le match, déjà, je ne connais pas les joueurs, mais quand tu les vois jouer, tu comprends pourquoi tu les connais pas. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de les connaître, quoi. D'accord. Ça, Il y a, c'est ce que- il y a aucun joueur qui est intéressant. Avec ballon, il rate tout. Défensivement, il rate tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a Farioli qui a réussi à faire un massage cardiaque à cette équipe un peu sur une saison. Mais sinon, ça fait globalement plusieurs années qu'il n'y a strictement rien. Je me souviens juste d'un truc, c'est que il me semble, confirmez-moi, mais il me semble qu'il y a eu une rumeur Oscar Gluck à l'OM. Il me semble, hein. Alors, je te confirme, mais est-ce que c'est une vraie rumeur ou pas? Non, mais ce qui veut dire que quand même, Euh, enfin, Mais c'est il- pas que des lui, à la limite, peintres. j'aime bien. Lui, j'aime bien, mais tu peux pas. Il est dans une équipe qui est à la dérive, qui vraiment qui n'est pas bonne. Donc tu Oui, peux pas le juger vraiment individuellement. Mais c'est vrai que tu as raison. Tu pourrais sortir cette individualité-là à peu près la seule. Mais même dans ce match-là, il a tout raté aussi. oui. Et c'est vrai Non, que j'ai pas franchement, été rassuré par le c'est- c'est- gardien en face. ah non, mais si moi, Hmm. je suis incapable de te sortir une seule individualité de cette équipe. Une seule. Alors oui, il y a les absents, il y a Oui. Weghorst et Dolberg, qui sont deux bons attaquants, mais Weghorst, c'est plus le Weghorst d'il y a quelques années, il commence à être un petit peu âgé. Ça le fait en Eurodivise, mais à un haut niveau, de toute façon, il aurait servi à rien. Si, il aurait peut-être marqué un but, parce qu'il y a eu. Rouli fait trois beaux arrêts quand l'OM a arrêté de pousser, de jouer. Mais globalement, cette équipe, si l'OM avait fait 90 minutes à très haut niveau, ça faisait 7-0, quoi. Ou Oui, 7-1. Non, c'est une catastrophe. Ouais, vraiment sur cet Ajax, on n'est plus à l'époque, enfin on n'est pas sur comment dire, on n'est pas sur une belle cuvée quoi. oui. Voilà, On n'est pas sur,
On n'est pas sur Ouais, celui non, qui non, avait franchement. éliminé Tottenham, quoi. En Mais il y a un Ligue des vrai Ouais, et problème Champions. de puis. recrutement. Il y a un vrai problème de recrutement parce que Mm. quand c'est un club qui est capable d'aller chercher Mikotadze, mais qui au bout de 2 entraînements te dit bah il est pas bon, Mikotadze aujourd'hui il est plus fort que les 11 joueurs réunis. C'est-à-dire que les 11 joueurs Ouais, là réunis, ils n'arrivent pas au niveau de Mikotadze, un seul joueur. À un moment, tu ouais, te parce demandes que si les mecs ils voient bien quoi, ou il- ils sont capables de leur on, métier. Moi j'ai des doutes, j'ai des doutes. on a oublié cet épisode-là, mais c'est vrai que tu as raison de rappeler le recrutement de Mikotadze qui s'est fini par quand même une enquête interne annoncée par donc la direction de l'Ajax contre son directeur sportif. Parce qu'en fait, le directeur sportif, c'est lui qui a recruté Mikotadze, alors que le coach n'en voulait pas. Alors, je sais plus quel était le coach à l'époque, voilà. Et c'est pour ça que ça se passe très mal et que Mikotadze joue pas une minute, c'est que le coach n'en voulait pas. Voilà. Et donc ça s'est terminé, a priori, pour faire court, le club a soupçonné quelques arrangements avec les agents sur les transferts, les commissions que touchait le directeur sportif. Et c'est pour ça qu'il faisait des recrutements qui n'avaient aucun intérêt, en tout cas sans validation sportive du coach. Et Et donc, Mikotadze, il est encore buteur cette semaine en Ligue des Champions. Donc ils ont fait n'importe exactement. quoi. Et puis Vraiment, ils voilà, font il n'importe fait quoi puis là. un beau but, hein, parce que donc vraiment, je suis d'accord avec Manu. Est-ce qu'il n'y a rien à ressortir de cet Ajax? Et tant mieux si ça fait un concurrent de moins sur les 24 places que doit viser l'OM dans cette Ligue des Champions. Voilà. Moi c'est ça que je vais regarder, hein. Il faut qu'on prenne, en fait, il faut qu'on prenne des points là où on doit les prendre. Exactement. Que tu fasses 0 points face au Real, tu sais, quand tu fais ton petit planning, tu as ton petit calendrier, c'est sûr que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup qui aient mis 3 points face au Real, même un point. Voilà. Donc t'en prends zéro, bon, t'en méritais un, mais t'en prends zéro. Face à l'Ajax, il fallait en prendre trois. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir construire, parce que tu dois au final arriver à 11 minimum, et 12, ce serait vraiment le top. Bah là, sur ton petit calendrier, t'as des 3 points que tu devais avoir au bout de 2 journées. Voilà. Et il faut aller chercher quelque chose au Sporting. Oui, je Voilà. suis d'accord. Sporting, je dis pas qu'il faut aller chercher une victoire. Voilà, si on prend une victoire, tant mieux, hein. Je rappelle que notre dernier match au Portugal, c'est face à Benfica, et je me souviens très bien parce que j'étais en week-end à Benfica en famille à Lisbonne à ce moment-là, et donc on gagne le match à Lisbonne. Donc voilà, il faut aller chercher au minimum un nul pour, dans ton calendrier, arriver au fin février avec ton match de gala face à Liverpool en n'ayant pas besoin d'une victoire absolument face à Liverpool. C'est sûr. Voilà. C'est-à-dire que il faut que tu arrives avant Liverpool à avoir tes 10, 11 points. Voilà. Et puis avec un peu de chance, Liverpool sera déjà qualifié, voire déjà dans les 8. Et peut-être qu'ils feront un peu ce qui s'est passé l'année dernière sur les 2 derniers matchs où tu as des clubs qui ont un peu lâché et parce qu'ils étaient déjà qualifiés, parce que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà. Mais on verra le Je crois moment que les de 2 derniers venir, hein. matchs, voilà, si je me trompe pas, tes 2 derniers matchs, c'est que tu vas à l'Union Saint-Gilloise et tout le monde te dit, alors bon, on verra, la vérité du mois de septembre, c'est pas forcément la vérité du mois de janvier, mais tout le monde dit que là-bas, ça va pas être simple. Et après, ton dernier match, c'est Liverpool à la maison. Donc voilà. Mais en gros, l'idéal, ce serait de faire le travail avant et de choper les 3 points qui te qualifient et qui t'assurent la place dans les 24 face à l'Union Saint-Gilloise et d'avoir le dernier match de gala où Oui, voilà, totalement d'accord. voilà. Et parce que en plus, si je me trompe pas dans le calendrier, je crois que tu as Lyon ou un Paris Saint-Germain que tu rejoues Lyon ou le PSG genre une semaine ou 15 jours après Liverpool. Donc Ouais, voilà, il faut pas que. oui, bah Mais oui, écoute. cet Ajax est très 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 mauvais. Merci Et pour tant la mieux. conclusion, Laurent. Voilà. Et oui. Et d'ailleurs, j'enchaîne tout de suite sur le prochain match. Tout à l'heure, il me semble que tu as parlé de Monaco. Et voilà. Fort à propos, Emmanuel, Manu, t'as expliqué. Et si on parlait d'un miracle, Manu, contre City? Parce que, bon, très clairement, je voyais pas du tout ce résultat-là. Je pense que très peu de monde voyait un résultat contre City. Quand on voit que il y a eu 71% de possession côté City, qu'il y a eu 18 tirs, 6 cadrés, qu'il n'y a que 2 buts côté City, tu te dis, mais en fait, Keun, il a fait des arrêts. Déjà, déjà. Et ensuite, on voit quand même 3 grosses occasions côté ASM. Donc en fait,
Bah, il y en a plus côté ASM que côté City, et tu te dis, ben, en fait, il y aurait pu y avoir un hold-up de 3 points du côté de Monaco, ou comment ça se passe? Ouais, il y a 2 barres transversales quand même pour City, 2 vraies Oui, barres transversales, pas barre ligne, hein, où c'est très chaud, tu sais pas je comment ça troll, rentre. Manu, je troll. Non, non, c'est un petit miracle, c'est un petit miracle. Mais il y a quand même des choses que Monaco n'avait pas montrées, c'est-à-dire une envie. D'habitude, ils n'ont pas envie de jouer les matchs en Ligue 1, ça les intéresse pas. Là, ils avaient envie. Enfin, en même temps, ils n'avaient pas le choix, sinon ça aurait été vraiment compliqué. Mais bon, il y a eu une équipe. Maintenant, il y a le fait que City fait n'importe quoi, honnêtement, dans ce match. Ils font n'importe quoi. J'ai rarement vu un City aussi faible que face à Monaco. Oui, Haaland marque 2 buts, mais à chaque fois, c'est pour passer devant, c'est-à-dire qu'ils font l'effort de mettre le premier but. Ils prennent une égalisation qui est un peu qui sort de nulle part avec la frappe de Thèse de 25 mètres dans la lucarne. Haaland refait l'effort de mettre le deuxième but. Mais derrière, après ça, il n'y a strictement rien eu. C'était le néant. C'était du foutage de gueule. Il faisait tourner le ballon. Tu as parlé de 71% de possession de balle, mais c'était une possession qui servait à rien. Il faisait tourner le ballon. Il cherchait uniquement à faire tourner le ballon et plus à créer. Euh, à Guardiola, j'ai trouvé qu'il avait fait n'importe quoi. Il laisse un Bernardo Silva qui vraiment, moi, j'arrive plus à le voir jouer. Bernardo Silva, il est lent, il fait aucune différence, il est même pas décisif dans la passe et il le laisse 95 minutes et il sort Doku à la place. J'ai rien compris à ce qu'a fait Guardiola. Pour moi, il a fait n'importe quoi. Son équipe a fait n'importe quoi. À partir du moment où il a sorti Rodri, il n'y avait plus aucune maîtrise au milieu de terrain du ballon. La seule chose qu'ils arrivaient à faire, euh, et puis, il y a ce penalty à la 90e qui tombe un peu de nulle part, qui tombe aussi parce que Uther a fait des changements. À la 78e, il a changé son schéma, il a enlevé un défenseur central pour faire rentrer Ileni Kena et Biret. Ça a mis un petit peu de présence devant et sur un coup franc, ils ont obtenu un penalty pour une faute de Nico, justement, qui avait remplacé Rodri. Un penalty que moi je trouve sévère, mais ça se siffle. Mm. Euh, et au Après, final, c'est un petit miracle. le C'est un geste petit est là, miracle. hein. City a réessayé de passer devant après, mais il restait 6 minutes et ça n'a pas suffi. Franchement, je suis assez énervé parce que j'ai vu de City et je suis plutôt content parce que j'ai vu de Monaco. Le problème, c'est que ça suffit presque pas. Il aurait fallu 3 points, même si c'était impossible. Mais au moins, au-delà de l'aspect comptable que tu as foutu en l'air à Bruges, au moins, il y a eu des valeurs de combat, de pas lâcher, de courir partout parce que tu n'as pas touché le ballon du match quasiment, tu l'as dit, de courir derrière le ballon tout le temps, tu vois, d'aller au bout du truc. Et puis, tu as été récompensé par ce penalty et par le match atroce de City. Ah oui, je pense que tu as bien Ah. résumé. Vas-y, Laurent, je t'en Alors, prie. moi, je m'inscris en faux quand tu dis que personne l'avait vu venir. Alors, moi, je suis contre les jeux d'argent et je n'incite, enfin, vraiment, j'incite personne à jouer, voilà. Mais il se trouve que j'ai un pote qui fait ses petits paris. Alors, il met que des petites mises, voilà. Et je lui ai envoyé à 18h48. Voilà, mais vraiment, j'ai la preuve en image. Voilà, je peux l'envoyer à ceux qui doutent, mais à 18h48, je lui envoie un message en lui disant, franchement, le nul de Monaco avec la cote, je crois qu'elle était, selon les paris, entre 4,5 et 4,9. Je lui dis, vas-y, quoi. Voilà, il l'a pas fait. Bon, il a été malin parce qu'il a senti le nul entre Villarreal et la Juve. Donc voilà, il m'a pas fait confiance le bon, mais sur mon conseil, mais il en a trouvé un autre. Mais mais en fait, toute la semaine, enfin toute la semaine, tout l'avant-match, j'ai vu un nombre de tweets dans la communauté monégasque qui passait, qui disait en gros, ce Monaco est tellement hallucinant qu'ils sont capables de se prendre 5 buts enfin, de se prendre une volée 3-1 par Lorient sans avoir vu le jour et d'aller chercher un nul, voire une victoire face à City. Et j'étais tellement d'accord avec cette formule-là. Ce Monaco est tellement surprenant ouais, surprenant, c'est vraiment le mot, que aller chercher ce nul ne m'a pas plus surpris que ça. Parce qu'en plus, t'es face à une équipe qui est, on l'a vu City l'année dernière, c'est une équipe qui est en reconstruction. Je trouve que Guardiola n'a pas encore trouvé les clés pour, euh, pour remettre le moteur en marche de cette équipe-là. Il y a, voilà, Cherki forfait et que, enfin, j'ai beaucoup d'incertitudes avec ce que fait Guardiola. Je me demande même s'il a encore sa place à City. Je dis pas qu'il n'est pas utile à City et que c'est un mauvais coach, hein, mais je me dis le cycle est peut-être fini et peut-être qu'il devrait arrêter et trouver un autre truc parce que
j'ai l'impression que c'est qu'un peu cassé, Guardiola et City. Et il y a beaucoup d'incertitudes et j'ai encore en tête le match face à Paris, je crois que c'était en janvier dernier, voilà, où ils mènent 2-0 et puis ils finissent par perdre ce match 4-2, mais c'est un peu pareil, quoi. On l'a vu combien de fois de City faire n'importe quoi, s'effondrer, euh, et c'est pas surprenant en soi. Moi j'étais sur le multiplex, donc j'ai pas vu le match en intégralité. Mais après, j'ai lu des choses et j'ai vu un résumé, mais ce qu'a dit Manu est très juste. C'est qu'à un moment, il joue, voilà, et puis à un moment, il joue plus, voilà. Et tu as vraiment l'impression de cette image de on met le contact, donc on joue, et puis bah, voilà, on arrête de jouer quand pour une raison totalement inconnue, on arrête de jouer, quoi. Voilà, alors qu'on a vu des équipes, il y a des équipes, allez, on va être caricatural, mais le Bayern, s'ils doivent t'en coller 8, ils t'en collent 8, quoi. Hmm. Ils se demandent pas si on s'arrête pas. Non, non, nous, enfin, une fois qu'ils ont enclenché, eux, à la première minute, ils ont démarré le moteur, et puis après, s'ils peuvent te rouler dessus, ils te rouleront dessus sans aucun état d'âme. Voilà. Et c'est vrai que ce City-là, il est très, enfin, c'est surprenant, mais c'est même plus surprenant parce qu'en fait, ça arrive tellement souvent. Ils peuvent t'en coller 5, 6, 7, comme ils peuvent perdre face à. On a vu City perdre face à des équipes qui étaient sur le papier très inférieures, quoi. Voilà. Et Monaco, oui, bon, alors Manu l'a dit, ça se termine sur un penalty très sévère. J'ai vu la sortie, je crois, c'est Bernardo Silva ou je sais plus quel joueur a dit, de toute façon, d'ailleurs, on sait tous que c'est, il plonge dans la surface, machin, truc. Mais bon, Mais ils étaient à ce moment-là, il y a le Monaco était dans la geste. surface à ce moment-là. Voilà, ils ont été chercher ce penalty. Qu'est-ce que tu veux? J'ai envie de dire, c'est aussi la faute de City, hein. Ah Voilà, oui, et Monaco a fait ce que. Et, et puis, une dernière petite donnée qu'il faut aussi avoir en compte, c'est que encore une blessure à Monaco, puisque Van der oui. Sar, alors hier soir, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient inquiets et qui parlaient éventuellement du genou et peut-être ligament croisé. Finalement, entre guillemets, ce ne sont que les ischios qui sont touchés, donc on n'a pas encore eu La la durée. nature exacte de la blessure, voilà, mais c'est pas les ligaments croisés, c'est les ischios. Donc, est-ce que ça va être une semaine, 2 semaines, 3 semaines? J'ai vu qu'il avait été sélectionné là, je crois que c'est aujourd'hui la liste du Brésil est tombée, donc Van der Sar a été sélectionné par le Brésil, mais je pense pas qu'il va y aller du coup. Donc, mais c'est vrai qu'il y a aussi, pour revenir un peu à la Liga, la liste des blessés à Monaco, voilà, ça, je l'ai sous les yeux. Hop, je vais changer de ligne. Quand tu vois donc Pogba qui est pas prêt, Golovin, Zakaria, Radeki, Bamba, Kamara, Mavissa, Vanderson, Brunner était aussi incertain parce qu'il a eu je crois que c'est Oui. une gêne musculaire ou quelque chose comme ça. Voilà. Et pour ce week-end, en plus, Kerrer a pris son carton Ah rouge oui. totalement lunaire. Voilà, donc ça commence à faire. T'as quasiment une équipe de 11 joueurs tu peux composer une équipe avec tous les forfaits de la journée de Monaco pour le derby face à Nice, hein. C'est assez impressionnant aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel va devoir travailler Monaco parce que même si Vanderson, alors, je vois beaucoup passer de gens qui soit voudraient qu'il soit titulaire, d'autres veulent qu'il est plus forcément au niveau. Enfin bon. Euh, et c'est vrai que la gestion du tort, et je termine là-dessus, voilà, Diatta qui était même pas inscrit sur la liste de Ligue des Champions, qui est réinscrit suite à la blessure je crois que c'est celle de Zakaria, donc puisque les clubs ont le droit, quand tu as une longue blessure, de pouvoir réinscrire un joueur, ce dont va bénéficier par exemple l'OM, va pouvoir désinscrire Medina et inscrire un autre joueur. On va voir qui ça va être. Une petite pièce sur Luis Garcia quand même. Voilà, donc Diatta n'était pas sur la liste et Diatta, ça fait enfin, quand il rentre, c'était quoi le dernier match de Monaco? Bah, c'est à Lorient. C'est peut-être pas le meilleur, mais un des moins mauvais joueurs de Monaco sur le match face à Lorient. Je sais pas ce qu'en pensera Manu. Là, ah, ton micro est coupé, Manu. C'est contre Metz qui rentre et il est bon sur la Oui, c'est victoire. contre Metz, pardon. La victoire 5-2. Voilà. Donc, voilà, et c'est vrai que et Diatta, c'est vraiment l'image. C'est-à-dire que le mec, ça a été le chouchou à un moment de Hutter. Là, ils ont essayé de le vendre, il est pas vendu, il est même pas sur liste de la Ligue des Champions. Puis finalement, c'est lui qui est mis, et puis il fait le travail, et c'est encore le couteau suisse, hein, parce que Diatta, il est arrière droit, il est milieu de terrain. Je pense que si Keun se blesse, il est capable de le mettre dans les cages.
vraiment ce Monaco est tellement aussi bizarre que le match nul quelque part. C'est entre deux équipes très surprenantes. C'est pas si déconnant que ça. Voilà. Oui, mais tu as parlé du derby, du coup je vais poser la question à Manu, parce qu'on connaît bah, finalement l'impression que donnent ces deux équipes, c'est-à-dire deux équipes malades, euh, pour diverses raisons. Il n'y a pas si longtemps, on parlait pourquoi pas que la SM se sépare de Hutter. Du côté de Nice, entre guillemets, voilà, ils font ce qu'ils peuvent et puis le résultat de ce soir est encore en défaveur de Nice. Donc qu'est-ce que va donner ce match au final pour toi, Manu? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un match important pour Uther, ça c'est sûr. Une défaite dans le derby, ça serait vraiment un mauvais signe pour lui. Mais ces joueurs l'ont pas lâché. La preuve, hier, ils voulaient courir partout. Donc au Mm. final, je pense que Monaco est supérieur à Nice, même avec les absents. Si c'est pas l'arbitrage de l'année dernière à Nice, où c'était pas possible de jouer, ça fera une victoire pour Monaco. Et d'ailleurs, au match retour, ça a fait une victoire pour Monaco, avec un arbitrage à peu près normal. Donc moi, je trouve Monaco vraiment supérieur à Nice. Le classement aussi le montre, hein. Oui, Et puis Monaco a été capable de prendre un point face à City. Nice, ça fait 14 matchs qu'ils ne sont pas capables de prendre des points en Coupe d'Europe. Donc même avec des absents, franchement, je ne vois pas comment Nice peut gagner. Au final, ce fonctionnement un petit peu moyen de Monaco va continuer, je pense. De toute façon, est-ce qu'il y a une vraie solution actuellement? Je ne suis pas sûr. Donc, non, non, moi, pour répondre à ta question, je vois Monaco supérieur. Je vois Monaco ne pas perdre, ça c'est à peu près sûr pour moi. Gagner, a priori, je pense. Il faudra voir l'équipe alignée. C'est absolument pas normal qu'il y ait 10 blessés. Ah, Si tu m'expliques ça au PSG avec l'intersaison qu'ils ont eu, il n'y a aucun problème. Toutes les analyses et tous les spécialistes expliquent qu'il y a des temps de récupération, des temps de préparation. À Monaco, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pendant la préparation? Ils ont fait quoi pendant le repos? Qui est 10 blessés après un mois et demi, 2 mois de compétition, c'est honteux. Mais bon, c'est aussi dans la lignée du fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Malgré ça, ça fait 2 ans que c'est comme ça et ça fait 2 ans que ça prend des points, que ça fait podium. Donc je vois pas comment Monaco peut s'écrouler. Je continue de le penser. Ils ont perdu à Lorient parce que Kehrer prend le rouge à la 30e minute. Sinon, je pense pas qu'ils perdent ce match, honnêtement. On mais verra. Mais je suis inquiet pour Nice et je suis pas inquiet pour Monaco. Voilà comment je le vois. ok. alors pour rebondir, pour moi c'est vraiment le point positif du match à City, c'est que j'avais vraiment des doutes sur le groupe et le lien entre le groupe et Uther. Et c'est vrai que sur ce match-là, j'ai tendance à penser que le groupe a pas lâché Uther. Et vraiment, je me posais la question moi, très sincèrement. Après, je suis beaucoup moins optimiste que toi sur ce match-là, parce que euh, il y a beaucoup de choses que je comprends pas à Nice et effectivement ils ont aussi bon, ils ont récupéré ça y est pas mal de monde euh, et vous avez beaucoup de blessés Hayes je sais pas je sais plus qui a lancé ça la sack race pour savoir quel entraîneur en Ligue 1 sera le premier viré. Je crois que Hayes est dans la liste enfin fait partie des favoris parce que C'est c'est pas que c'est un mauvais coach, mais c'est pas la Ligue 1 plus non, qui a fait un sondage? Non, je, je sais plus. Moi, j'ai je répondu sais, au je sondage, je sais me plus. souviens plus qui est à l'origine. Voilà, mais vraiment, ce Nice est très très bizarre et Eze est un très bon coach. Voilà. Je sais pas s'il est dans le bon club, si il y a un truc qui va pas, ça c'est sûr. Je Oui, pense pas que ce soit de sa responsabilité. le propriétaire déjà. Euh, ouais, il y a une question de propriétaire. Bon après beaucoup de gens parlent du travail du directeur sportif. J'ai oublié son nom. Gisolfi? Ah, non, non, c'est plus, c'est pas Gisolfi. Je sais plus. C'est Flo Maurice. Ah oui, oui, tu as raison. Tu as raison. Oui, oui, c'est Maurice, voilà. Beaucoup de parlent du travail de Flo Maurice avec beaucoup de points d'interrogation. Euh, tu, je sais vraiment pas quoi penser de ce match-là et pour refaire et finir là-dessus, comme je l'ai dit sur les paris, reprendre. Voilà, si tu me demandes,
C'est le match où si je peux cocher un N2, voilà, mettre les trois parce que je suis incapable de savoir ce qui va se passer. Ouais. T'as la grève des supporters de Nice, donc ils feront pas le déplacement pour aller supporter leur club. Ça fera des économies sonores et de pollution sur la côte. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle là quand ils partent. C'est bien ce match-là où ils partent en scooter là et ils font le chemin en scooter en passant sur c'est pas la corniche parce que ça j'ai oublié le nom à Nice de comment ça s'appelle, mais la promenade des Anglais. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais vraiment, ce match-là pour moi est impronosticable. Impronosticable. Je suis incapable. J'ai l'impression d'avoir deux équipes malades en fait parce que je suis pas dupe non plus du match nul de Monaco, hein. Vraiment, le véritable Monaco, pour moi, c'est celui qui a pris beaucoup de points en Ligue 1, mais qui a fait beaucoup de matchs très, 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 très moyennas, pour pas dire pire. Donc voilà. Et Nice, à Nice, c'est pareil, c'est impronosticable aussi. Donc c'est, euh, il y a tellement d'inconnus, tu comprends rien au recrutement. Ils ont été chercher, je sais pas combien, j'en sont là. Tu le vois, tu te dis, ouais. Donc pour le même prix, tu pouvais avoir Igaman. Bah, je sais pas, enfin, ou peut-être un tout petit peu plus cher, tu pouvais avoir Igaman. Ouais, peut-être que Igaman aurait été plus intéressant, hein. Voilà, il y a trop d'interrogations. Voilà. Et de l'autre côté, Manu l'a très bien dit. Tu peux pas avoir un club qui n'a pas eu de compétition particulière comme le Paris Saint-Germain. Tu peux pas être au 1er octobre et avoir autant de blessés et avoir quasiment un 11 de blessés, quoi. Et on parle, ce ne sont que des blessures musculaires et c'est pas des blessures. Enfin, la majeure partie des blessures. Si je reprends ma liste, hop, voilà. Golovin, c'est à l'entraînement. Zakaria, c'est à l'entraînement. Bamba, c'est à l'entraînement. Camara, c'est à l'entraînement. Mavissa, c'est à l'entraînement. Vanderson, c'est hier en match. C'est-à-dire que on n'est pas sur des blessures liées à voilà, les mecs se pètent à l'entraînement. Voilà, ça pose forcément des questions. Oui, c'est clair. C'est une Voilà. certitude Et je que. vais disparaître. Oui, vas-y, Je vais disparaît. juste disparaître 2 secondes, chercher la télécommande pour mettre en fond le match de la Coupe du Monde U20. Voilà, qui va commencer. Je Donc t'en je suis là, prie, hein, mais. t'inquiète. Je vais poser une question à Manu de toute façon. Là, je suis en train de regarder un peu la suite sur notre bonne vieille Ligue des Champions. Ça va être un Monaco-Tottenham. Après, il faut aller à Bodo-Glimt. A priori, c'est pas de la tarte non plus. Ah non, bah Tottenham a fait 2-2 à Bodo Glimt. Ouais, exactement. Et là, normalement, ça devrait être quand même plus jouable pour Monaco parce que ils vont à Paphos. Ouais. Tu vas ensuite, après Paphos, tu reçois Galatasaray. C'est pas un petit match. Tu vas à Mm. Galatasaray, je crois, non? Non, tu reçois. D'accord. Tu reçois Tu Galatasaray. Tu vas. peux faire Elle est 6. combien là? Je vais faire mon truc sur les paris. Elle est à combien la cote du but de Singo pour Galatasaray? Ça n'a pas fait trop rire Manu. Il y a le petit Rick, tu sais, non. Non, non, mais il est bon depuis qu'il est arrivé là-bas, hein. En même temps, ils l'ont acheté cher, mais c'est un bon joueur, hein. Eh C'est oui, c'est un très très bon joueur. C'est pas une surprise. c'est vrai. Après, tu vas au Bernabeu et tu finis par recevoir la Juve. Moi, je vois 6 points. Tu vois, et avec celui-là, ça fait 7 et ça fait pas de qualif, quoi. Ouais, Pour moi, Mm. le match charnière, c'était le match à Bruges. C'est pour ça que hier, il fallait 3 points. Maintenant, il peut y avoir des surprises, hein. Tu peux prendre 3 contre Tottenham sur un. Pourquoi pas? Le reste, je sais même pas où, parce qu'à Madrid, tu peux pas. La Juve, c'est compliqué. Paphos. Oui, Normalement, tu tu vois, prends. moi, je vois 6. Je vois pas faux, c'est Galatasaray. En étant optimiste, ça fait 6. Ouais. Et avec celui que tu as pris, ça fait 7, quoi. Mais 7, tu es loin de la qualification. La qualification, elle est à 11 ou Mm. 12. Après, Donc, ça suffira pas. en fonction d'où sont le Real et la Juve, s'ils ont besoin de points ou pas, on verra, Ouais, ouais, ouais. Ouais, évidemment. non, mais il faut un miracle. Il faut un miracle. Moi, de toute façon, j'ai envie de te dire, oui, tu peux te dire, on va se qualifier. Ensuite, on récupérera l'équipe type pour les 16e de finale. Et pourquoi pas. Mais l'année dernière, Monaco s'est qualifié et ça s'est arrêté en 16e de finale. Mm. Là, aujourd'hui, dans le cycle actuel, les ambitions, elles sont très limitées. Alors, elles sont élevées pour beaucoup de clubs, pour beaucoup d'autres clubs, attention, hein. Faire top 3 et
et avoir des points en Ligue des Champions, c'est quand même pas donné à tout le monde. c'est Mais sûr. tu peux pas viser plus haut. Tu peux pas viser plus haut actuellement. Pour moi, c'est illusoire. J'ai cru un moment, mais c'est la réalité, c'est que ça fait 3 saisons et que c'est 3 saisons la même chose. Donc à un moment, bah, tu fais le constat. En plus, avec tous les blessés, je vois pas comment ça va être possible. Mais Hmm. un miracle, pourquoi pas? Et puis ça fait des sous en plus pour préparer un cycle prochain avec un autre staff, avec un autre entraîneur. Donc il faut faire du mieux possible. Les joueurs, ils ont toujours envie de jouer. Donc il faut tenir le mieux possible jusqu'à l'été prochain et voir s'ils enclenchent enfin un nouveau cycle l'été prochain, que j'espère. Mais cette saison, j'espère vraiment rien. S'il y a une qualif, tant mieux. Mais aller jouer à Bodo Glimt, c'est très très compliqué. Tottenham, Real Madrid, Juventus, c'est très compliqué. Il reste pas faux, c'est Galatasaray et aller gratter des points ailleurs. On verra. Mais j'y crois. Je suis moyennement optimiste et pourquoi pas sur un miracle? Parce que hier, je pensais que ça allait perdre. Donc tu vois, c'est possible. Oui. Mais globalement, les ambitions, elles sont limitées. Elles sont limitées. Et moi, je voulais juste compléter sur deux choses. La première, c'est que après, rappeler que la saison et la campagne Ligue des Champions de l'année dernière de Monaco, c'est ce qu'a dit le commentateur hier du match, mais Monaco, je crois, avait 10 points après 4 matchs. Et c'est vrai que du coup, tu te dis, en gros, j'ai plus qu'un un match nul à aller chercher et puis c'est Ce, bon, quoi. ce- ce Donc système de Ligue des Champions, il y a vraiment deux championnats. Il y a le championnat contre les équipes avec lesquelles tu n'espères pas prendre 2 points. C'est celles qui visent le top 8, les cadors. Et tu as tous les autres Hmm, matchs qu'il faut absolument gagner si tu veux te qualifier. Et Monaco a raté ça exactement. cette année. L'année dernière, il l'avait très bien fait, avec en Hmm, plus une victoire contre Barcelone, parce que Barcelone était à 10 contre 11. Et cette année, hmm. Monaco l'a raté avec Bruges. Donc ça va être très, très compliqué. Ouais, et c'est ça. Et tu vois, hier, je me faisais la réflexion en regardant les matchs, en me disant, tiens, c'est bien parce que cette équipe, elle perd, parce qu'en fait, tu te rends compte comme c'est, t'es dans un championnat, enfin, tout le monde est dans le même championnat, même si tout le monde ne va pas se rencontrer, mais tu sais que, voilà, la victoire de Bruges, par exemple, elle est mauvaise pour Monaco, mais elle est aussi mauvaise pour Marseille. Parce que Bruges qui prend. Non, mais dans ce sens où Bruges, tu préfères qu'ils prennent 0 point ou qu'ils n'en prennent qu'un face à Monaco plutôt que 3. Parce que Bruges risque d'être dans ces équipes qui vont viser la 24e, 23e place. Je ne dis pas que Bruges Mais vise ça aurait été les pareil avec demi-finales. Monaco. Ça aurait été pareil avec Oui, mais Monaco. Ça aurait été une lutte avec Monaco sinon. oui, c'est vrai. Mais oui, tu as raison. Mais ce que je veux dire, alors c'était peut-être pas le bon exemple, C'est mais parce tu vois que ce que je veux dire, c'est que voilà, tu regardes. C'est-à-dire que quand, on allez, rencontre tiens, pas. voilà. Non, mais ce que je pense que tu veux dire, Laurent, c'est que en tant que nous, adversaires prochains du club Bruges, OM, bah on préfère qu'ils soient la tête sous l'eau et qu'ils prennent pas de points et que ça aille mal, quoi. Il y a ça, mais même d'un point de vue comptable, tu vois, le match nul de la Juve face à Villarreal, pour prendre un autre exemple, il est chiant pour Marseille parce que tu préfères que la Juve, qui est sur le papier plus forte, on va dire ça comme ça, bah, elle prenne 3 points contre ces équipes avec lesquelles tu vas lutter pour les 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ouais, 22, ouais, 23, 24e place, quoi. tout Ce à que je veux fait. dire, c'est que c'est ça. Voilà. Et je discutais ce matin avec un pote journaliste et il me faisait cette réflexion. Il me disait, mais tout ce qui se passe à Monaco, notamment les ventes de cet été, c'est pas pour préparer une vente du club. Et je me suis dit, la réflexion n'est pas du tout idiote en fait. Voilà. Il y a eu Même des si, rumeurs, il y a eu des rumeurs de rachat par les Émirats Arabes Unis, enfin l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite lorgne sur Marseille, mais Marseille n'est pas vendu depuis 5 ans, comme on a pu l'entendre. Et s'ils se lassent, ils peuvent, pourquoi pas, acheter un autre club, mais je pense qu'ils veulent vraiment l'OM si à un moment ça s'ouvre. Il y a eu des bruits là-dessus, mais c'était aussi pour mettre la pression sur l'OM. C'est-à-dire que les investisseurs qui voulaient acheter l'OM en Arabie Saoudite se sont mis sur Monaco pour faire pression sur l'OM en disant si Macron ne vend pas, nous on va prendre Monaco, mais il n'y a rien eu de concret. Donc je ne sais pas si ça va se vendre ou pas. Il n'y a plus de bruit pour l'instant. hmm, Euh, je ne sais pas du tout. Et bah la suite au prochain épisode, hein. exactement, avec le fameux derby ce week-end. Eh oui, qu'on attend de pied ferme pour voir où en sont ces troupes, ces deux équipes. Oui, Manu, tu voulais dire quelque chose? Non, non, Ah. je t'écoute. Ok, bah alors, si on en a fini avec ce superbe match ASM Manchester City, eh bien, passons au dernier match qui
a été un match, je pensais pas, euh, aussi haletant. Il y a eu de très belles choses du côté du Barça, mais il y a eu aussi des coups qui ont été rendus par le PSG, amoindris, évidemment, mais un PSG quand même à la hauteur quand on voit les stats, avec plus de XG, plus de tirs totaux, plus de tirs cadrés, plus de grosses occasions, bah, plus de tout en fait. Donc j'ai l'impression que le Barça, à Montjuïc, s'est dit on va les manger tout cru, et c'est ce qu'ils ont failli faire en première mi-temps, mais qu'au final ça s'est vite essoufflé du côté du Barça. Alors après, pourquoi est-ce que finalement ça a commencé à baisser le pied et que le PSG a su répondre au duel? Ça, vous allez me le dire. Parce que moi, pour le coup, j'étais en train de m'endormir devant mon écran. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole et m'expliquer comment est-ce que cette équipe du PSG là, cette compo là, a réussi à faire mal à ce Barça là, je vous écoute. Moi, j'ai une théorie. C'est que le championnat espagnol est en train de s'affaiblir. Et je discutais avec quelqu'un aujourd'hui de ce match-là, parce que pareil, comme toi, j'ai eu beaucoup d'interrogations. Et, et j'aime bien écouter les spaces de certaines communautés. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu aujourd'hui, il y a une véritable animosité entre Parisiens et Barcelonais sur notamment Twitter, évidemment. Ça s'écharpe, ça s'insulte, voilà. Et c'était très intéressant d'écouter l'avant-match et aussi l'après-match. Et j'avais écouté un space il y a 2 jours de la communauté barcelonaise où les mecs, vraiment, ils se foutaient de la gueule. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais ils se foutaient de la gueule de Madrid en disant, mais ce Madrid qui s'en prend 5 face à l'Atlético, nous, on va leur en coller combien? 10, 15. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, quand tu t'étalonnes face à ce niveau, comme si le Barça s'étalonne face à ce Madrid-là, euh, c'est en fait c'est deux équipes malades où il y a des vrais problèmes de construction. On a parlé tout à l'heure de City qui avait arrêté de jouer. Barcelone, c'est pareil. Une fois qu'ils ont mis le premier but, bah, il s'est plus rien passé, quoi. J'ai un pote qui m'a fait une blague et qui m'a dit mais pourquoi Hansi Flick il a sorti Yamal à la mi-temps? Et tu sais, au début, j'ai pas tilté. Tu sais, j'ai rouvert en me disant, mais il est pas sorti. Et puis après, j'ai fait, mais t'es con, mais t'as raison, en fait. Cette équipe s'est arrêtée de jouer, alors, hormis à un moment au milieu de la seconde mi-temps où ils ont essayé de réenclencher. Mais quand tu vois tous les Parisiens qui nous ont dit que contre Marseille, c'était l'équipe B, et enfin, là t'as Mbaye, Mayulu titulaire, N'Djantou qui rentre. C'est pas même pas l'équipe B sur le papier, c'est l'équipe C. Et la victoire ne souffre d'aucune contestation. Ils viennent de mettre, c'est la troisième victoire enfin à l'extérieur et à Barcelone pour Paris. Et les deux premières, c'était avec des équipes quand même voilà, d'un autre niveau. Mais celle-là, avec Mayulu et donc Mbaye titulaire, elle ne souffre d'aucune contestation. Et ce Barcelone-là qu'on voit, oui, mais dès qu'il manque ce Rafinha, PSG sans Dembélé, ouais, mais voilà, ce PSG sans Dembélé, Doué, Gvara, Joao Neves arrive quand même à produire des choses. Mais en fait, tu te rends compte que euh, quand tu as un Barcelone sans Rafinha, bah, c'est beaucoup plus problématique. Alors, effectivement, il y a aussi Gavi qui était pas là. Voilà, Yamal, bon, il revient de blessure, mais Yamal, beaucoup le disent, et moi, je suis vraiment dans cette ligne-là aussi, c'est qu'à un moment, faut qu'il fasse un choix de carrière pour caricaturer, entre être Neymar ou CR7, quoi. Voilà. Donc, s'il veut être Neymar, c'est son droit. Franchement, moi, je vais pas le critiquer, mais il va falloir qu'il choisisse. Soit c'est Neymar, c'est-à-dire je joue au foot, mais je fais la fête, je fais des trucs sur Instagram et machin, et trucs bidules, et voilà. Ou alors je suis CR7, c'est-à-dire que j'ai du talent, mais je vais bosser ce talent et je vais devenir le meilleur joueur du monde. Mais il va falloir qu'il choisisse, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il fait un choix et c'est plutôt celui de Neymar. Mais il y a, franchement, moi, j'ai envie d'écouter Manu aussi, mais qu'est-ce que tu as à dire sur la défaite enfin, c'est même pas la défaite d'ailleurs de Paris, enfin de Barcelone, c'est une victoire parisienne. Et t'étais comme ça, tu sais, tu vois les 20 minutes et tu te dis, ouais, putain, ça va être intéressant, puis après 20 minutes, plus rien.
plus rien, ils se sont fait bouffer. Voilà. Et ils ne doivent leur sursis, parce que le but arrive à la 89e, mais que parce que Barcola Hmm. il prend cher, hein, lui aussi, hein. Voilà. Ouais. Barcelone, je l'ai trouvé très faible. Et si tu rapportes ça aussi au match du Real face à Marseille, et Marseille n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain, et pourtant, tu vois ce match-là, tu finis par te dire, bah ouais, mais en fait, Marseille a pas, peut-être pas fait jeu égal, mais s'il y a match nul, il n'y a rien à dire, quoi. Et je vais juste Donc, rajouter un truc avant de passer la parole à Manu, en sachant que, pour moi, De Jong, il doit prendre rouge oui sur, aussi. sur Mendes. Parce que franchement, Mm. vous pouvez me le montrer de temps. Enfin, c'est une faute qui vaut carton rouge quand même. Il joue vachement bien le coup parce qu'en fait, il tacle pas, il tombe sur Mendes. Ouais. Et comme il tombe sur lui, c'est pas un tacle. S'il avait taclé par derrière, c'était rouge. En fait, il tombe sur lui. Et comme il tombe dans son dos, bah, il le fait tomber. Il a vachement bon le coup pour prendre un jaune et pas un rouge. Ah, mais c'est dangereux de ouf ce qu'il fait. Ouais, et surtout, il peut lui prendre, il lui prend Le derrière le talon tendon. d'Achille, Ouais, ouais, ouais. Mm. il peut le blesser, mais d'une force. Et s'il Enfin, fait ça sur un tacle, t'as raison, c'est rouge direct. Mais comme il fait exprès de se laisser tomber sur lui, c'est pas violent en fait. T'as juste quelqu'un qui tombe dans ton dos et toi tu tombes aussi. Et il a bien joué le coup. ouais, ouais. Bon. Après, tu peux aussi dire que sur la faute juste devant la surface de réparation, si l'arbitre sort un deuxième carton jaune pour Nuno Oui, Mendes, c'est vrai. c'est sévère, mais on n'est pas sur le scandale du siècle. Donc tu peux aussi te dire qu'elle a, je sais plus s'il a 55 ou 60e, un truc C'est comme vrai. ça. Paris, il peut se retrouver à 10 aussi sans Nuno Mendes, hein. Ah, mais il me semble justement que l'arbitre dit que c'est Ruiz qui a fait la faute. Il me semble. J'ai entendu ça Ah, des ça, j'ai pas. commentateurs. Les commentateurs, pendant le live, ils ont dit que justement c'était parce que l'arbitre avait considéré que c'était Ruiz qui avait fait la faute et pas Mendes, il me semble. Donc après, bon, de toute façon, le match est fait, il est arbitré de cette manière-là, hein. De toute façon, comme tu l'as dit, voilà, c'est le PSG a enclenché la seconde et on va laisser Manu parler parce que voilà. Moi, ce qui m'a impressionné, honnêtement, c'est. Moi, je retiens pas de ce match-là, je retiens pas les difficultés de Barcelone, le fait qu'ils aient arrêté de jouer ou Yamal. Mais bien sûr, c'est la réalité, c'est vrai. Mais moi, ce que je ressors de ce match, ce qui m'a impressionné, c'est le niveau du PSG. Ça atteint des niveaux de certitude, de qualité de jeu, de capacité à conserver le ballon, à le récupérer déjà et à le conserver. Je suis bluffé. Franchement, c'est impressionnant, je trouve. Là, il y a eu un niveau dans tout, dans le jeu, dans le coaching de Luis Enrique, parce qu'il fait rentrer Ramos. Moi, je me suis dit, un partout, je me suis dit, mais c'est génial comme score. Lui, il a fait rentrer Ramos pour Fabien Ruiz. C'est-à-dire qu'il a joué avec deux attaquants, il a laissé Mayoulou et il a mis Ramos et Mayoulou devant, avec toujours deux ailiers. Il est presque passé en 4-2-4 à Barcelone, à un partout. Il y a, il y a un tel niveau. Alors, il y a autre chose. Il y a le fait que le schéma qu'ils ont essayé la semaine dernière, qui veulent nous refourguer une fois par an, mais une fois par an, ils se rendent compte que c'est pourri. Ça sera pourri toujours une fois par an. Si tu enlèves ça, c'est beaucoup mieux. Ça a été une erreur contre l'OM, on en a parlé, très bien. Mais dans ce qui fait les certitudes du PSG depuis maintenant plusieurs mois et presque un an, et un an globalement, c'est ça. Et malgré les absences, moi ce qui m'a impressionné, c'est le niveau de certitude. Euh, et Mm. ça montre que c'est tellement travaillé, que c'est tellement un niveau tellement élevé dans les entraînements, dans ce que tu prépares tactiquement, dans ce que tu demandes aux joueurs. J'ai trouvé ça vraiment hyper impressionnant. Alors oui, il y a 30 minutes où Barcelone a vraiment dominé, c'est vrai, mais après ça, c'était terminé. Barcelone n'a plus vu le jour. Quand le PSG a décidé de mettre le pied sur le ballon parce qu'ils étaient Ouais, c'est ça. menés, le match a été à sens unique quasiment. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Ça veut dire que si tu fais ça avec tes meilleures individualités, tu gagnes 5-1. Mais 5-1, mais tranquillement. Bah, Hmm. d'ailleurs, mais c'est même pas une surprise parce qu'ils ont gagné la finale avec des champions 5-0. Hmm. Donc voilà, en fait, on est dans cette lignée-là, dans ce niveau-là qui est absolument éblouissant. Et vraiment, là, pour le coup, moi, je suis pas souvent censé des choix de coach et des coachings parce que souvent, ils n'ont pas d'idée et c'est pas bon. Mais là, ce qu'il fait avec son coaching, avec Gonzalo Ramos à la place de Fabian Ruiz, franchement, C'est fort c'est et incroyable, hein. C'est c'est incroyable de faire ça. c'est d'autant plus Et fort ça montre à que quel
C'est d'autant Vas-y, plus. Ouais, pardon. je pense peut-être on va dire la même chose. Peut-être. On va voir. Et c'est d'autant plus fort que en face, Flick a fait ces changements qui n'ont rien apporté en fait. Ouais, et même, je trouvais hyper, ouais, t'as raison, hyper restrictif. Euh, il sort Pedri, tu comprends pas pourquoi, alors que Barcelone n'arrive plus à mettre le pied sur le ballon. Euh, moi, j'ai du mal à comprendre sa gestion de Lewandowski. Oui. Il y a beaucoup de choses que j'arrive pas tellement à comprendre, ce qui n'en fait pas une mauvaise équipe, mais ce qui fait que tu es surclassé par un champion d'Europe qui est amoindri à 60%, 70%, qui n'a que ses deux latéraux quasiment. Et d'ailleurs, c'est les deux latéraux qui sont passeurs décisifs. Alors là, il y a pas, là, je vois pas de troisième défenseur central. Là, je me trompe pas, il n'y a pas Marquinhos dans l'axe avec Non. Zabarni et Pacho. Il n'y a pas Non. Beraldo. Premier but, passeur, Nuno Mendes. Deuxième but, passeur, Hakimi. Qui a expliqué, qu'on le retrouve, qui vient nous expliquer qu'avec un troisième défenseur central, ça libère tes deux latéraux. Il faut qu'on m'explique. Ça, c'est quelque chose que je veux comprendre. J'aimerais bien le trouver, cette personne qui t'a dit ça, parce que. Ouais. Qui a dit ça au coach parce pour qu'ils fassent ça tous. Mais lui, il a compris, je pense, Luis Enrique. Et encore une fois, contre l'OM, il l'a fait avec tous les absents. Ça se tente une Mais, fois. mais, Il l'a pas refait, heureusement. voilà. Mais c'est ce que je voulais dire, moi. Ça montre à quel point Luis Enrique s'est trompé dans son match face à l'OM. Voilà, dans sa compo, dans sa tactique, il s'est totalement trompé. Tant C'est mieux pour assez nous. incompréhensible, hein. Ouais, et tant mieux pour nous, on les prend, hein. Je veux dire, on va pas revenir en arrière, on va pas l'effacer. Et encore une fois, hein, nous, on avait encore Gvara. Là, il y avait même pas Gvara. T'avais pas Mayoulou, t'avais pas. Donc, mais vraiment, moi, j'insiste là-dessus, c'est cette Liga, et j'en viens à me dire que cet Atlético Madrid, s'ils sont sérieux, ils peuvent choper cette Liga parce que oui, l'effectif de Madrid est conséquent, mais ils sont dans la construction d'un nouveau cycle. Hansi Flick, il est déjà dans le cycle. Et vraiment, moi, ce match-là m'a sidéré dans euh, allez, je vais être dur, dans la pauvreté de Barcelone, quoi. C'est-à-dire que t'as pas Rafinha, t'as pas Gavi, ça y est, c'est terminé, t'as plus rien. Ou t'es capable de jouer 20 minutes. Bah, Bah, c'est pas possible. c'est le Joga Bonito, quoi. T'as Lamine Ouh. Yamal et Pedri qui font des beaux gestes qui, bah, que tu vois sur les réseaux, en fait, qui inondent les réseaux. Mm. Et puis Ouais, voilà. C'est ça ton fond de jeu. oui, mais c'est à la deuxième minute qui fait et qui Ah, ça y est. tourne. Ah, Il le réseau a bugué, Laurent. ouais, je Le réseau pense a bugué. que il y a un cyclone chez toi, Laurent, là. Vous m'entendez? Oui, C'est mais revenu? ça, c'était le mode robot, encore une fois, comme tout à l'heure. Ah, non, non, il y a pas de cyclone, j'ai le Wi-Fi à fond, non, je sais pas, je suis peut-être censuré. Ah, peut-être que c'est les Barcelonais qui apprécient pas ce que je dis et qui Tu s'attaquent m'étonnes. au réseau. Et la période des cyclones à La Réunion, c'est à partir du mois de. C'est novembre, Tu sais quoi? novembre jusqu'à mars. Moi, je pense que c'est Javier Tebas qui a un problème parce que tu es en train de dire que c'est pas bien la Liga et c'est pour ça qu'il te. Hmm. Ouais, ouais. Mais vraiment, et quand tu vois le match entre l'Atlético et le Real le week-end dernier, tu te dis, mais vraiment, cet Atlético a quelque chose à faire, hein. Si Alvarez continue à marcher sur l'eau, Ils euh, ont déjà je- 8 points de retard sur le Barça, je crois. Je sais plus ouais, combien. mais en fait, euh, je suis. Enfin, les deux matchs m'ont vraiment marqué. Je sais qu'ils ont du retard, mais ces deux matchs m'ont quand même marqué. Voilà, que ce Ils ont soit 7 celui du points de Real et retard. celui, 7 points de retard voilà, sur le celui Barça. du Real et celui du Barça. Franchement, je suis très très interrogatif sur le niveau de la Liga en soi. Et on prend date avec ce que tu as dit et on fera les comptes à la fin, mon bon monsieur. Et bon, effectivement, on a parlé tactique avec nos ailiers, mais enfin, je tiens quand même à tirer mon chapeau. Bon, Mayoulou, on était déjà plus ou moins sur la hype, notamment de son but en finale. Donc ça fait un moment aussi qu'il l'aligne, Enrique Mayoulou. Mais c'est vrai que j'ai été quand même surpris par Mbaye. Donc voilà, hein, rentrer dans un match comme ça, on l'a vu au début, c'est-à-dire que
Bah, finalement, à l'image de ce PSG, et où ils ont eu, comme tu l'as dit, Manu, 30 minutes où c'était compliqué, bah, on a senti aussi un petit jeune comme Mbaye sur la réserve. Voilà, on a l'impression vraiment qu'il se retenait de faire des erreurs. Enfin, voilà, Bah, il je te s'était pas disais qu'il y avait lâché, un quoi. gap. Je te disais qu'il y avait un gap pour l'instant entre Mayoulou et Mbaye, et c'est logique. Mayoulou, il a vraiment de l'avance. Tu sens qu'il c'est le joueur qui peut démarrer dans le 11 titulaire. Et d'ailleurs, il démarre dans le 11 titulaire alors que Gonzalo Ramos, il est disponible, hein. Donc Oui, c'est un vrai Mm. choix de mettre Mayoulou à la place de Gonzalo Ramos. Mbaye, c'est Et plus lui aussi. parce que tu n'as pas Désiré Doué, parce que tu n'as pas Kvara. Sinon, Mbaye, il débute pas à ce match. Il débute à cause des absents. Mayoulou, il débute ce match, il est capable de le débuter. C'est aujourd'hui le jeune formé du club qui est le plus haut. Et c'est le but qu'il met, il n'est pas simple parce que Nuno Mendes fait tout, mais la frappe, il faut avoir la lucidité de gagner ce face-à-face aussi facilement. tout à fait. Il a vraiment de l'avance, Mayoulou, par rapport aux autres. Mais juste te donner après, Laurent, la parole, mais ce que je voulais dire quand même, c'est que bah, au-delà justement de sa jeunesse, Mbaye, bah, à un moment donné, et peut-être que c'est Enrique ou un autre joueur sur le terrain qui lui a parlé, mais il s'est libéré totalement. Et il a fait, il a joué son jeu en fait, et c'est quand même super, voilà, super intéressant. J'ai noté, et donc j'espère pour lui que il aura encore des minutes avec le retour de tout le monde. Alors, moi, je vais apporter quelques précisions sur Mbaye. Alors, bon, Magnoulou, on voit qu'il a un truc, et c'est vrai que rentrer dans cette équipe, quand tu es jeune, c'est aussi un peu plus facile que rentrer dans une équipe qui a pas autant de joueurs techniques et qui a pas autant le ballon. Et voilà, mais on voit que c'est un très bon joueur, donc après, à savoir jusqu'où il ira, j'en sais rien, mais c'est vraiment un joueur qui a du talent. Sur Mbaye, moi, j'ai plus euh, euh, moins de certitude, j'ai écouté ceux qui connaissent bien le club. Il se trouve que Mbaye, en fait, avec l'équipe je crois qu'il est en U19, hein, lui, il est pas il est avec l'équipe des U19. Mbaye, il joue soit en pointe, soit à gauche. Et à chaque fois, là, quand on l'a vu, Mbaye avait été plutôt en difficulté, mais il rentrait à droite. Pareil à Marseille, il est rentré à droite, et c'est pas son poste. Et on a vu aussi que le match d'Mbaye avait changé quand il a Oui, interverti tout à fait. avec Barcola, et que Barcola passe à droite et que Mbaye retrouve sa position qui est un peu plus naturelle pour lui à gauche. Mbaye devient meilleur. Voilà. Alors après, je dis pas que ça va être un super joueur, etc. Mais c'est vraiment un joueur qui a un poste un peu plus spécifique. Et c'est vrai que il se sent mieux. On a clairement vu qu'il se sentait mieux, beaucoup mieux à gauche. Et, euh, et c'est un peu à l'image d'un Warren, quoi. Warren, oui, est-ce qu'il fait un bon match face à Barcelone hier? Oui. Mais tiens, c'est bizarre, il n'est pas arrière droit. Voilà. Ouais, Et c'est vrai que bah voilà. Et on a beaucoup, à juste titre, tapé sur Warren Zaïre-Emery la saison dernière, mais il a joué la majeure partie du temps arrière droit. Moi, je veux pas voir Warren arrière droit. C'est comme si tu me dis, si tu mets CR7 et que tu lui juges sa carrière quand il joue gardien, quoi. C'est non, c'est donc voilà, c'était ce petit truc que je voulais apporter parce qu'Emba, voilà, au quotidien, en gros, il joue à gauche ou en pointe, et donc il va falloir peut-être le voir. Et dernière précision sur Mbaye, c'est le chouchou de quelqu'un comment dire, qui est en conférence de presse, Mbaye, et donc il pose très souvent, cette personne pose très souvent sa question auquel il a le droit, il la pose à Luis Enrique, il la pose souvent sur Mbaye, et il en parlait encore aujourd'hui, il en parlait hier, mais Luis Enrique, il a une véritable affection en Mbaye, il a beaucoup, beaucoup confiance en lui. Je d'accord. pense que sur Mayoulou, la question se pose pas, mais voilà, il croit en Mbaye, il croit en le talent d'Mbaye. Donc du coup, c'est pas étonnant non plus de voir que, mince, pardon, que Mbaye est passé devant Ramos, mais aussi devant Lee, hein, parce que Lee, il était disponible hier, et Lee est pas titulaire non plus, hein. Le copain Faut de pas Manu. l'oublier, lui. Ouais. Ce bon vieux Lee Kangin. Tu veux nous en parler, Mm. Manu, ou c'est bon? Oui, il a vraiment chuté dans la hiérarchie, mais c'est pas une surprise. Je pense que le PSG le prend vraiment pour un joueur vraiment de surrotation pour avoir un effectif plus large. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas accepté des offres qu'ils auraient pu accepter l'été dernier. Mais c'est clairement pas un joueur qui rentre pour moi dans cette équipe qui vise d'être
qui aspire à être la meilleure équipe du monde, tout simplement, et qui l'est en ce moment. Et quand tu as envie d'être la meilleure équipe du monde, pour moi, tu peux pas aligner Lee. C'est pas contre lui, c'est juste que tu as un standard individuel. euh, pour moi, lui, on n'en fait pas partie, mais après, peut-être que ça va être le cas et on verra. Mais j'ai beaucoup aimé le fait de positionner Mayoulou dans l'axe. Je t'avais dit que Mayoulou, c'est dans l'axe qu'il allait réussir et son but, ça montre qu'en position de numéro 9, il est vraiment à l'aise. Parce Hmm. que pour marquer ce face-à-face, c'est vraiment pas facile, hein. Mm. Le contrôle, la frappe enchaînée, c'est vraiment pas évident. Bien sûr. Donc je suis content. C'est un niveau qui est éblouissant. Puis les deux latéraux. J'avais dit contre Marseille que je les avais rarement vus aussi nuls. Et ben là, passeurs décisifs tous les deux sur les deux buts. Et oui. C'est la clé de ce PSG. C'est une des clés de ce PSG. Énorme. Donc C'est éblouissant quand même, PSG. c'est fou que les deux meilleurs latéraux du monde se retrouvent dans le même club. Enfin, Oui. moi qui suis un peu plus vieux que certains, mais j'ai l'impression de revoir le Brésil qui avait Cafu et Roberto Carlos, quoi. C'est vrai. Et pas sur le profil des joueurs, mais quand tu voyais Cafu et Roberto Carlos, tu disais, mais putain, le Brésil, ils ont quand même la chance d'avoir les deux meilleurs latéraux de chaque côté dans leur sélection, c'est un truc de dingue. Bah là, Paris, ils ont les deux meilleurs latéraux. Enfin, moi, je veux bien, on peut faire 150 heures de débat, mais trouver des joueurs meilleurs qu'Hakimi Nuno Mendes. ou que Nuno Mendes à gauche. Ah, Hakimi, il est là, sixième au là, Ballon d'Or. Donc il n'y a personne au-dessus de lui à son poste. C'est le meilleur au monde à son poste, ouais, ça c'est sûr. encore, Nuno Mendes, sixième, Nuno Mendes, c'est c'est un plus scandale. récent. Ouais, Nuno Nuno Mendes, Mendes, c'est plus récent. pour moi, je Parce qu'il a mettrais enchaîné les Hakimi blessures. devant. Oui, oui, non, mais de toute façon, les deux à leur poste aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a plus photo, mais Hakimi, c'est une certitude. Nuno Mendes, c'est plus récent parce que déjà, il était très fragile pendant longtemps. Ses qualités, il les a toujours eues. Mais il y a eu plusieurs choses qui l'ont empêché d'être à ce niveau et d'être le meilleur à son poste. C'est déjà, lui, physiquement, il était trop fragile. Aujourd'hui, il a l'air vraiment fort physiquement. Et puis, il y avait un petit moment, l'utilisation qui en était faite où il était demandé de rentrer dans l'axe et c'est pas ses qualités. Quand tu as un joueur comme ça qui est aussi fort dans son couloir gauche, tu l'utilises dans son couloir gauche et tu lui demandes de prendre des initiatives dans le jeu et avec ballon. Et depuis que c'est ça, bah, c'est une machine, c'est monstrueux. Ouais. Ce que je reproche à Nuno Mendes, c'est parfois d'avoir des trous d'air défensifs, en fait. Donc voilà, on l'a vu Coupe du Monde des clubs, hein, forcément. C'est à ce niveau-là, évidemment. Là, on est en train de juger avec une cuillère dorée dans la bouche, hein. On parle de la meilleure équipe Ouais. du monde. Donc forcément, ça se joue à des détails. Et là, pour moi, Hakimi est plus solide que Mendes, quoi. Oui, mais moi je préférais toujours un latéral qui est plus à l'aise dans le fait d'apporter avec ballon parce que si tu décides de défendre, tu décides de jouer plus bas et dans ce cas-là, c'est toute ton équipe qui doit défendre correctement. Et ça, le PSG l'avait parfaitement compris contre l'Inter Milan parce que quand tu défends, si tu laisses tes quatre défenseurs et qu'en plus, dans tes quatre défenseurs, il y a deux latéraux qui n'aiment pas défendre, t'es foutu. Là, tu laisses des espaces monstrueux. Mais si tu décides de défendre à 11, bah là, Oui, les lacunes individuelles défensives de tes joueurs, elles se voient plus. Donc, moi, c'est vraiment. En fait, Mendes et Hakimi, c'est 100% de l'image que je me fais d'un latéral. Mais c'est pareil dans les grands clubs. On a parlé de Cafu et Roberto Carlos, mais c'était Marcelo et Carvaral. hmm, Là, Oui. c'est Liverpool qui décide de faire Kirkez et Frimpong. Avant, c'était Robertson et Alexander Arnold. Au Barça, c'était Alba et Dani Alves. Ça a toujours été comme ça. Et moi, c'est comme ça que je vois le poste d'un latéral. Et le PSG, aujourd'hui, a les deux meilleurs. Je suis d'accord. bah oui. Les amis, je voudrais vous poser une dernière question avant de fermer ce live. Il faut pas le dire aux téléspectateurs, mais ce sera peut-être le dernier. Mais euh, j'aimerais bien vous entendre sur côté Barça sur Rashford et son impact au sein de cette équipe qui se lance. Vas-y, je te laisse la patate chaude, Manu. Bon, individuellement, je trouve qu'il progresse de plus en plus. Il n'est pas sur décisif. Hier, c'est lui qui fait la passe sur le but de Ferran. Euh, le problème, c'est qu'il est dans un secteur offensif qui ne fonctionne pas aussi bien pour l'instant que l'année dernière. Parce que pour moi, l'année dernière, je l'ai dit, un des éléments clés, c'était Lewandowski. Et je ne sais pas ce qu'il fait avec Lewandowski cette année. J'arrive pas à comprendre sa gestion. Mais individuellement, Rashford, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il rentre de mieux en mieux dans l'équipe du Barça, qu'il est de plus en plus décisif.
Il a été décisif en championnat aussi sur 2 matchs d'affilée. Donc moi, honnêtement, je suis très content et je trouve que c'est toujours une belle solution maintenant. Et même dans un match compliqué comme ça, il a réussi à être décisif. Donc maintenant, j'attends que toute son équipe soit meilleure. euh, et je pense que ça ira encore mieux. Mais globalement, je suis très content moi, de l'apport de Rashford. Et je suis persuadé qu'il va être vraiment très décisif avec Barcelone cette saison. Vas-y, Laurent. J'enchaîne. Moi, j'avais beaucoup de questions sur ce recrutement, très très interrogatif. Et effectivement, il est en train de trouver sa place, mm, mais je suis pas encore convaincu. Voilà, on sait que Rashford, c'est quelqu'un qui va planter des buts, que ce soit de toute façon, que ce soit en Liga, en Ligue 1 ou dans n'importe quel championnat, il a le talent pour mettre des buts et sa frappe. Je crois que c'est une frappe de plus de 20 mètres qu'il met là l'autre fois. Là, il y a une ou deux journées avec Barcelone qui est monstrueuse et c'est du Rashford tout craché. On sait qu'il a cette puissance-là et cette technique-là pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il arrivera à s'intégrer dans le jeu du Barça? On aurait pu se poser les mêmes questions sur Lewandowski, hein. Et on a bien vu que Lewandowski, ça a continué à être une machine à but. Euh, Beaucoup d'interrogations. J'attends de voir, mais pour moi, pour l'instant, il y a un truc qui fonctionne pas. Enfin, ce qu'a dit Manu, c'est que ce qui faisait la force du Barça la saison dernière, c'était toute son animation offensive qui était ultra huilée. Et ben, pour l'instant, je la retrouve pas, quoi. Je la retrouve pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est lié à la blessure de Yamal, maintenant la blessure de Rafinha, l'absence de Gavi, je sais pas, mais il y a des très très fortes individualités. Ferran Torres est un superbe attaquant, très très beau joueur, etc. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup, beaucoup d'interrogations sur l'ensemble de l'animation offensive de ce Barcelone. Donc, et que ce soit avec Rashford aujourd'hui ou du Schmoll demain ou Durant après-demain, hein. Vraiment, c'est pas une question liée à Rashford. Rashford, il va mettre des buts. J'ai aucun souci là-dessus. Il peut finir avec quasiment autant de buts pour moi que Lewandowski, si c'était Lewandowski à la place, quoi. Mais est-ce que c'est ça que je recherche quand je vois Barcelone? Je suis pas sûr. Et au final, est-ce que ça va aider Barcelone à faire une grande saison? Je suis pas sûr non plus. J'ai vraiment beaucoup beaucoup d'interrogations après ce match-là. J'ai été très très surpris du niveau de Barcelone face à une équipe sur le papier du Paris Saint-Germain qui est censée être une équipe quasiment B, hein. Encore une fois, je le répète, hein, sans faire offense à Mayolu ou à Mbaye. Yes, bah, je pense que de toute façon, on est tous d'accord pour dire que la saison dernière de Rafinha est totalement stratosphérique, vu le nombre de GA hein, qu'il avait eu. Et d'ailleurs, je trouve ça quand même assez bizarre, qu'il a sa place pour le Ballon d'Or, mais ça c'est une autre histoire. Bref. Donc c'est difficile aussi pour Rashford qui bah, vient d'arriver dans cette équipe de faire oublier un Rafinha. Ça c'est une certitude. Mm. Et écoutez, si c'est OK pour vous, je pense que on a fait notre tour des clubs pour notre Ligue des Champions. Et on se dit, bah, rendez-vous sûrement la semaine prochaine ou encore la semaine d'après pour parler, mais sous un autre format du foot. Donc évidemment, on reviendra sur tout ça par X en communiquant tout ce qu'il faut. Et je vous remercie encore une fois, chers amis, bah, d'avoir été avec moi ce soir. Merci à toi. Et juste pour ceux que ça intéresse, la Coupe du Monde U20 est gratuitement disponible sur le. Vous avez juste à télécharger l'application FIFA Plus sur votre télé et vous pouvez voir tous les matchs de la Coupe du Monde U20. Et vraiment, c'est très bien fait. Tu vois, là, moi, je l'ai mis en fond pendant l'émission pour voir les matchs de l'équipe de France et ça permet de découvrir des joueurs. Et tout est gratuit. Donc, quand du foot gratuit, c'est toujours sympa à mettre en avant aussi. Tout à fait, Voilà. Et Laurent. merci à toi, surtout aussi pour l'accueil et la qualité de la gestion de ces lives. Avec plaisir. Bah Manu, hein, je t'en prie, si t'as un truc à dire, c'est le moment. On t'entend pas, c'est coupé. Ouais, t'as coupé ton micro. Je dis merci, non, mais merci à toi, Nico, merci à Laurent, c'est très sympa et je me tiens au courant de ce que vous faites alors
pour les exactement. prochaines. Mm. Bien sûr, vous serez les premiers au courant, chers amis, hein, après avoir été Voilà. de longs mois. Toi, Manu, on pourrait même parler d'années ensemble à débriefer le foot. Et donc, on se retrouvera, j'en suis sûr, pour un autre format que le live. Merci beaucoup, c'était tout pour nous ce Merci soir. Nico. Allez, ciao! Ciao.